Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show interactif sur tous les sujets qui vous concernent. 2 heures de direct présentées par Mylène et Luc, c'est Faut qu'on en parle. Et ça commence maintenant. Soyez les bienvenus toutes et tous dans votre talk show Faut qu'on en parle. En pleine période électorale où la vision des Français est très divergente sur plusieurs aspects, nous avons décidé de revenir sur les bases de la République française, sa devise, écrite dans l'article 2 de la Constitution de 1958, à savoir liberté, égalité, fraternité. Alors en ce premier quart du 21e siècle, ces valeurs sont-elles encore d'actualité ? Sont-elles obsolètes ? Nous allons tenter d'y répondre avec nos invités présents en plateau avec nous. Vous pouvez toujours interagir dans votre émission Faut qu'on en parle avec nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP et sur notre répondeur non surtaxé le 07 839 839 75. Pour animer ce débat passionnant, je suis accompagné de Mylène. Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. Liberté, égalité, fraternité, les valeurs de la République française que tout le monde connaît et apprend à l'école. Mais avec les différentes crises de ces dernières années et en pleine période électorale, nous pouvons nous demander si ces valeurs sont toujours d'actualité. L'attentat de Charlie Hebdo en 2015 a remis en question la liberté de la presse et la liberté d'expression. Où en est-on 7 ans plus tard ? L'égalité est-elle toujours appliquée ? Avons-nous tous les mêmes aides et les mêmes droits ? Nos spécialistes en plateau répondront à vos questions. La France est connue pour être un pays fraternel. Où en est-on dans l'acceptation des autres ? Est-on vraiment un pays laïque ? Les Français aiment-ils encore leur pays ? Sommes-nous tous patriotes et en accord avec la République actuelle ? Liberté, égalité, fraternité, valeurs obsolètes ? C'est tout de suite dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, les invités. Et nous recevons Jean-Claude Samoulier, vous êtes vice-président d'Amnesty International France. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Claude Hardid, grand reporter et écrivain, bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi maître Christophe Casse, qui est avocat au barreau de Toulon. Bonsoir. Éric Luce, professeur d'histoire-géographie et d'éducation civique, bonsoir. Bonsoir. Faut qu'on en parle, première partie. Lorsque vous avez vu le sommaire de l'émission en vidéo sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook, vous avez été très curieux et vous nous avez posé pas mal de questions. Commençons tout de suite cette partie avec quelques chiffres. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, as-tu quelques chiffres concernant la liberté de la presse ? À savoir tout de même, oui, que 488 journalistes étaient emprisonnés dans le monde en 2021. À noter également que le nombre de journalistes tués ne cesse de diminuer quand même depuis 50 ans, heureusement. Mais ces chiffres traduisent une baisse de la liberté de la presse qui est très fragilisée. Luc, comment fonctionne la laïcité, un des points liés à la liberté et à l'égalité ? La laïcité, elle est divisée en 3 principes. La liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans la limite du respect de l'ordre public, la séparation des institutions, bien évidemment publiques, et les organisations religieuses, et l'égalité de tous devant la loi, effectivement, quelles que soient leurs croyances et leurs convictions. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a quelques réactions à vous citer. On a André de Cannes qu'on a sélectionné. Cela fait 2 ans que je me pose la question de la liberté en France. Je trouve que ces derniers temps, nous avons perdu celle-ci. C'est bien dommage. Solène de Lille, jamais content, allez voir dans d'autres pays la liberté des autres. Vous verrez qu'en France, on n'est pas si mal. Et on commence tout de suite le débat. Ces dernières années, et vu le contexte que nous avons traversé, on a souvent entendu dire que la liberté a été bafouée, qu'elle a été restreinte en France. Oui, tout d'abord, en quoi consiste le principe de la liberté ? Allez, on va donner la parole à Jean-Claude. Merci. Nous, Amnesty International, on travaille sur un texte qui est fondamental. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été proclamée par l'ensemble des pays du monde en 1948, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et l'article 1er de cette Déclaration universelle des droits de l'homme est une phrase qui est merveilleuse, c'est « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité ». Et c'est ça et par ce texte, les États reconnaissent à l'ensemble de leurs citoyens un certain nombre de droits. Il y a des droits civils et politiques, le droit d'expression, le droit de manifester, le droit d'association. Il y a également de vivre sa religion, de changer de religion ou d'arrêter sa religion. Mais il y a également les droits économiques, sociaux et culturels, le droit à un travail, le droit à une vie digne, le droit à l'éducation, le droit à la santé. Et on se rend compte que le droit qui sous-tend tous les autres, c'est la liberté d'expression. C'est en
en pouvoir s'exprimer, qui nous permet de revendiquer les autres droits. C'est pour ça qu'il ne faut pas transiger avec la liberté d'expression. C'est vrai qu'en France, c'est pas la Corée du Nord, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie. Il faut savoir aujourd'hui qu'en Russie, quand même, depuis l'invasion de l'Ukraine, le simple fait d'utiliser les termes de guerre, d'agression ou d'invasion peut vous conduire à 15 ans de prison. Que tous les médias indépendants ont été fermés, que Amnesty International a dû fermer son bureau, ainsi que Human Rights Watch, en fait toutes les ONG de défense des droits de l'homme. Donc la France n'est pas dans cette situation. Par contre, nous avons constaté depuis ces dernières années une restriction du droit de manifester, avec des violences policières disproportionnées par rapport aux cibles à atteindre, et par un dévoiement des procédures pénales, puisque des gens se sont retrouvés en garde à vue avant ou après les manifestations pour les empêcher de manifester. Donc nous sommes très vigilants sur le droit de manifester et sur la violence qui empêche les gens de participer à ces manifestations. En tout cas, le ton est donné, c'est clair. On a la vision d'Amnesty International. Le principe de la liberté tient, par exemple, d'un point de vue d'un prof, Eric. Alors, le principe de la liberté. Alors, la liberté... Je m'approche. La liberté, les libertés, c'est un sujet compliqué. La notion de liberté, elle est très variable. En France, et dans ta présentation, tu l'as un petit peu abordé, on associe la liberté avec ses limites. Et la laïcité aussi. C'est-à-dire que la liberté s'arrête où commence celle d'autrui. Aux États-Unis, on a une liberté qui est beaucoup plus large. Donc on voit que la conception de la liberté est très variable selon les pays. Et puis après, il y a les libertés réelles. C'est-à-dire, on peut défendre la liberté d'expression, mais après, on met quoi derrière ? Concrètement, là, vous avez un petit journal, par exemple, à Marseille, qui s'appelle Le Ravi. Le Ravi, théoriquement, a la liberté d'expression. Il s'est mis dans certaines affaires un peu compliquées. Et puis après, bien, il y a des problèmes de justice, problèmes financiers. Donc, on voit qu'il y a un grand principe qui est affirmé. Et puis, dans la pratique, au quotidien, c'est difficile. Alors, le deuxième aspect que tu as abordé, c'est la question, est-ce qu'aujourd'hui on a une restriction des libertés ? On vit de... On va y revenir tout en détail. Alors je reviendrai dessus tout à l'heure. D'accord. On va demander un petit peu la vision peut-être juridique aussi de la liberté. Qu'est-ce qu'un avocat, ça évoque quoi pour un avocat, le principe de liberté ? Alors le principe de liberté en matière juridique est extrêmement important puisqu'il a vocation à s'appliquer dans tout un panel y compris de la procédure. Par exemple, en matière de détention provisoire, il y a quelques années, il y a eu une réforme qui a consisté à changer le nom de la personne qui a été habilitée à placer en détention les personnes qui avaient commis des infractions. Jusqu'à présent, c'était les juges d'instruction. Et une réforme a eu l'idée de modifier le nom et d'appeler ce juge-là le juge de la liberté et de la détention. C'est le fameux JLD. Et c'est un signe qui permet de démontrer que la notion de liberté a aussi une importance primordiale en matière juridique et judiciaire, plus précisément. Et le code pénal et l'ensemble des règles indiquent aussi de façon importante et prioritaire que la liberté est le principe, la détention est l'exception. Donc c'est aussi dans ce cadre-là que le principe de liberté a vocation à s'appliquer. Il s'applique dans de nombreux autres pans aussi de la justice. Vous avez par exemple la liberté du commerce et de l'industrie et tout un corpus législatif qui existe et qui cherche à garantir la liberté. Voilà. Et puis il y a le fameux principe aussi qui consiste à dire que la liberté des uns s'arrête au moment où on porte atteinte à celle des autres. Du point de vue d'un grand reporter et d'un écrivain comme Claude, le principe de liberté, qu'est-ce que ça évoque ? C'est à la fois simple et compliqué. Moi, je résumerais le concept de liberté avec l'événement du 7 janvier 2015. Vous avez une rédaction d'un petit journal, parce que Charlie Hebdo est un petit journal, c'est un magazine qui est composé d'une 40aine de personnes, donc c'est pas un grand média qui est assis sur une fortune, qui n'a pas des dizaines ou des centaines de milliers de lecteurs, qui devient la cible, le 7 janvier, vers peu après 10h15, qui devient la cible de terroristes. Et ces terroristes-là se sont attaqués à Charlie Hebdo, non pas par hasard, parce que c'était prémédité,
mais parce que Charlie Hebdo représentait la liberté d'expression dans tout ce qu'elle a de plus fondamental, à la fois dans la liberté d'écrire, de penser, de caricaturer, de se moquer, selon les règles qui sont prescrites par la loi. On peut caricaturer, mais il n'est pas question, par exemple, on peut caricaturer le prophète, mais on ne peut pas se moquer de croyants à titre strictement privé. Donc à partir du moment où vous avez des terroristes qui décident, et c'est unique dans l'histoire de la presse, quand vous avez des terroristes qui rentrent dans une rédaction et qui abattent 11 personnes, dont 10 journalistes ou caricaturistes ou spécialistes des médias, ça veut dire qu'en fait, on a voulu tuer une rédaction dans sa globalité. Et y compris, et je parle sous le contrôle d'Amnesty International, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la presse mondiale qu'il y a une telle hécatombe au sein d'une rédaction. C'est-à-dire qu'on va peut-être dans les pires des dictatures, il n'y a jamais eu dans l'histoire 2 terroristes qui sont entrés, ou 3, ou 4, ou 1, et qui Ils avaient n'ont peut-être déjà même pas le tout le temps monde. de s'exprimer dans les autres pays, c'est peut-être ça. Oui, mais bon, voilà. On est Donc, libre, si vous voulez, moi, j'ai toujours tendance à défendre la liberté d'expression, mais comme un enragé, mais sachant aussi que nous, journalistes, on est tenus à un code de déontologie, on est tenus par la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui contextualise tout ce que nous faisons, et que nous savons, nous, en tant que journalistes, quelles sont nos limites dans ce qu'on doit écrire, dans ce qu'on doit raconter, dans ce qu'on doit prouver comme image, etc. Mais voilà, moi j'ai tendance à dire que la liberté elle est totale en France, mais depuis quelques années, je mets vraiment un bémol à ce que je dis, c'est que c'est pas le problème des journalistes de dire je suis libre ou je suis pas libre. Le problème, c'est aujourd'hui, mais on en parlera plus tard, c'est la concentration des médias. Ce sont des milliardaires qui ont fait main basse sur les radios, sur les télés, sur les journaux, sur les agences de presse même parfois, et que donc ces gens-là qui sur les réseaux sociaux maintenant, on l'a vu avec Elon Musk qui rachète Twitter. Donc voilà, on est dans un monde radicalement nouveau que moi, voilà, je suis plutôt en fin de carrière. Quand j'ai commencé ma carrière, j'avais l'impression que la liberté était totale et que personne ne pouvait m'empêcher de me taire. Aujourd'hui, je dirais pas, m'empêcher de parler, j'ai fait un lapsus, mais aujourd'hui, je dirais pas la même chose. Mais non pas parce qu'on m'interdit de parler, mais parce que ça devient de plus en plus compliqué d'enquêter, d'investiguer, de prouver quelque chose. Personne ne vous empêchera de le faire. Mais pas grand monde ne vous donnera le moyen de le faire, de le dire, de le prouver, de l'écrire, etc. C'est en ça que c'est difficile. Jean-Claude, vous vouliez intervenir ? Oui, vous avez cité la loi de 1881 sur la liberté de la presse. C'est un très beau texte, c'est une très belle loi qui fait l'équilibre entre la liberté d'expression et la protection des personnes, la protection des individus. C'est-à-dire que cette loi empêche d'appeler à la haine, d'appeler au crime, empêche de diffamer les personnes. Donc c'est un très bel équilibre qui date quand même depuis plus d'un siècle maintenant. Et la liberté d'expression, ça veut pas dire on dit n'importe quoi. Il y a des limites. On respecte l'individu, et c'est cet équilibre qui est très important et qui existe dans la loi française, qui n'existe pas aux États-Unis par exemple. Et quand Tusk rachète Twitter, on a tout le lieu de s'inquiéter, parce que là, on peut dire n'importe quoi. C'est le déversoir de tous les propos, même les plus dans l'idée de le libérer. C'est ce qu'il annonce. C'est une fausse approche de la liberté d'expression, ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas appeler à la haine, on ne peut pas revendiquer la théorie des complots, etc. Clairement. Donc, la liberté d'expression donne quand même, il y a des règles, la loi 1881 donne des règles très précises, et c'est pour ça qu'en France, on peut considérer qu'on est dans un régime, au niveau de la liberté d'expression, qui est plutôt favorable. Eric ? Alors, Monsieur Musk, puisque vous en parlez, Monsieur Musk est un libertarien. Donc... un libéral, et je crois que c'est toute une vague qu'on a aujourd'hui qui a commencé avec le développement de l'Internet, les hackers, la volonté de créer une contre. C'est la question on se pose la question de tous ces gros, comme l'a dit tout à l'heure Claude, alors qui c'est gros, détiennent c'est les gros, puissants médias maintenant. En France, c'est déjà le cas. Monsieur Bolloré détient et l'aspect économique est fondamental. Tout à l'heure, je parlais de ce petit journal. Aujourd'hui, tous les journaux doivent avoir des services juridiques conséquents. Et si on parle, beaucoup s'autocensurent. C'est-à-dire, il y a des sujets qu'on ne va pas aborder parce que si on les aborde, même si on pense avoir raison, on a peur de rentrer dans des longues procédures et qu'à la fin, on perdra. C'est le cas de ce petit journal. Même si on a eu raison sur les faits, on nous aura tellement usés qu'on perdra. Donc la liberté, je ne suis pas d'accord, elle n'est pas totale.
elle prend d'autres natures. Après, les libertariens et la vision américaine, c'est une vision justement, cette notion d'autrui, cette notion elle n'existe pas. Et c'est lié à l'histoire. Sans contrôle. C'est sans contrôle. C'est lié à l'histoire des États-Unis. L'histoire des États-Unis, c'est l'histoire de la frontière. C'est-à-dire, si à un moment, il y a quelque chose avec lequel autrui n'est pas d'accord, eh bien, on va plus loin. Et c'est une vision de la liberté qui est totalement différente, et on a du mal à le comprendre. Moi, je pense qu'en France, il y a des équilibres à trouver. Je pense que je suis pas de votre avis. Je pense que la liberté en France, on est dans le non-dit, on est dans le voilà. Et vous disiez, vous avez jamais été censuré. Je suis désolé. À l'époque de Gaulle, je fais de l'histoire des médias. Il y avait un contrôle de l'information qui était très important. Qu'après, ultérieurement, dans les années 70, il y a une certaine liberté qui est entrée avec aussi une privatisation de l'information. Et donc, c'était plus l'État qui contrôlait, c'était plus ou moins les dirigeants. Vous avez quelqu'un comme Raymond Aron, à un moment, qui a commencé à se plaindre de ça. Voilà, donc la liberté, c'est une liberté limitée, qui peut être... en Russie, c'est l'État, mais ça peut être aussi les groupes privés. Et en France, il y a des problèmes Claude, avec les groupes privés. je veux que tu veux réagir. Non, alors moi, De Gaulle, j'étais trop jeune, Voilà. Mais non, alors moi, je l'ai dit dans une précédente émission le mois dernier, moi, j'ai travaillé pour un grand quotidien régional, j'ai travaillé pour plein de médias nationaux, j'ai travaillé pour la télévision publique pendant 10 ans, j'ai travaillé pour Canal+, j'ai travaillé pour France 5, j'ai y compris travaillé pour des chaînes qu'on considère aujourd'hui comme étant propriété de milliardaires et qui ne sont pas forcément très amis avec la liberté. Je n'ai jamais été censuré, y compris d'ailleurs dans des affaires extrêmement délicates, l'affaire Yann Pia. J'ai été emmerdé, j'ai été menacé, il y a eu des procédures judiciaires, je me suis retrouvé un jour en garde à vue. Il y a un livre qui est sorti. Hein, oui, j'ai été placé en garde à vue pour violation de secret d'instruction, recel violation de secret d'instruction. Et c'est vrai que si j'avais pas été défendu par l'avocat du journal, s'il n'y avait pas une structure juridique derrière moi, s'il n'y avait pas eu des syndicats qui m'avaient défendu, etc., et si j'avais fait partie effectivement d'un petit journal comme Le Ravi ou comme Mars Actu à Marseille ou comme d'autres journaux qui ont des difficultés financièrement à pouvoir se défendre, c'est vrai que j'aurais été enquiquiné. Il y a les limites des finances. Un petit journal, quand il sort une enquête, il est attaqué par un homme d'affaires, un businessman qui a des avocats, qui a de l'argent, qui peut tenir 2 ans. Donc finalement, la 3 ans. liberté, elle est quand même contrainte. Oui, elle est contrainte parce que si tu n'as pas les moyens de te défendre, d'avoir le bon avocat, d'attendre une procédure en première instance, en appel, c'est compliqué, ça coûte de l'argent. Donc le petit journal, soit il ferme la porte parce qu'il n'a pas un centime pour continuer à se défendre, soit il continue, mais il va probablement à la catastrophe. Ça, c'est un vrai problème pour les petites structures médiatiques qui existent en France et qui sont d'ailleurs assez nombreuses. Elles sont beaucoup plus nombreuses que ce qu'on peut imaginer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la censure, bon, c'est pas parce que moi, je n'ai jamais été censuré qu'il n'y a pas eu de censure. Moi, j'ai plein de confrères qui ont été censurés sur des affaires célèbres qui pourraient témoigner, etc. La censure aujourd'hui, c'est la crainte que moi j'ai, c'est la censure économique, financière, c'est l'autocensure. Moi, je suis frappé quand je rencontre de jeunes confrères, on en avait déjà parlé il y a quelque temps, quand je vois des jeunes confrères qui ont peur d'enquêter, qui ont peur d'aller contre tel ou tel homme politique, contre telle ou telle entreprise, contre tel ou tel hypermarché qui casse les règles de la distribution, etc. Parce qu'ils se disent c'est long, parce qu'on va au procès, parce que mon rédacteur chef ne me suit pas, et que finalement c'est beaucoup plus confortable de faire mener sa petite vie de journaliste plutôt que de mener une vie de journaliste d'investigation, etc. La menace aujourd'hui, c'est pas la loi. La loi, vous avez raison, la loi de 1880, c'est une très bonne loi. Et c'est pas parce qu'elle a plus de 130 ans qu'elle est dépassée. Toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Et c'est pas parce que les lois sont vieilles, comme la loi sur la laïcité ou la séparation de l'Église de l'État de 1905, c'est pas parce que c'est vieux que c'est mauvais. Si ça dure depuis plus d'un siècle, ça veut dire que ça tient la route. Le problème aujourd'hui, il est financier. Le problème, il est économique. Le problème, c'est le business. Et vous avez des patrons. Moi, j'ai rencontré là tout à fait récemment des patrons de sociétés de production ou de chaînes de télévision privées, mais qui ne comprennent absolument rien, ni à l'enquête, ni à l'investigation, ni au boulot de journaliste, etc., parce qu'ils considèrent que avoir un média, c'est comme si on avait une boîte qui fait de l'huile d'olive, du savon de Marseille, ou qui fabrique des pop-corns, etc. Et donc, voilà, et qui traite. Bolloré, c'en est l'exemple typique, sauf que Bolloré, lui, il faut y rajouter une coloration politique, parce que s'il achète des médias,
comme CNews, s'il rentrait en Europe 1, s'il va acheter des grandes boîtes de diffusion et d'édition, comme Editis par exemple, c'est parce qu'il veut, lui, marquer de son empreinte politique ses propres idées. Bon, et là, c'est dangereux. Jean-Claude ? Oui, je reviens sur la loi de 1881, la loi sur la liberté de la presse, qui ne s'applique qu'à la presse, en fait, qui ne s'applique pas aux réseaux sociaux. Et là, c'est une des menaces aussi. C'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont hors de tout contrôle. Donc, il va falloir vraiment que nos dirigeants français, européens et mondiaux mettent des règles, fixent des règles, des législations pour encadrer un petit peu les réseaux sociaux. C'est pas simple, effectivement, c'est un réseau mondial. Et mettre des règles, ça veut dire qu'on briderait un peu comme les Chinois qui brident leur Internet. Alors, l'exemple extrémiste, c'est la Chine. Mais aujourd'hui, encore une fois, on ne peut pas appeler au meurtre, on ne peut pas faire des fake news, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. C'est une entorse à la liberté de liberté d'expression, quelque part. Hein. Donc, toute chose n'est pas égale non plus. Hein. Donc, il faut encadrer. C'est pas simple dans un contexte mondialisé. Non, mais revenons à la loi de 1881 qui respecte parfaitement l'équilibre entre la liberté d'expression et la liberté des personnes, et la protection des personnes. Et il faut qu'on arrive à une loi qui encadre un petit peu les réseaux sociaux. Eric ? Et puis oui, je voulais finir aussi sur les procédures Bayon. Ce que vous dites, la menace qui pèse en France aujourd'hui sur la liberté de la presse, la liberté d'expression, sur les lanceurs d'alerte, c'est effectivement ces procédures Bayon qui avec des groupes très riches, très forts, très costauds, avec des armées d'avocats et des dommages et intérêts qui sont prohibitifs et qui peuvent effectivement avoir un impact sur la liberté de la presse parce que en face, les structures n'ont pas le moyen de rétorquer à cette puissance financière. Eric ? Je voulais intervenir. On est dans une logique française et comme tu l'as très bien dit, les réseaux sociaux, c'est le monde. On a des réseaux sociaux chinois qui restent en Chine mais qui concernent énormément de monde. Actuellement, ces réseaux sociaux sont détenus par essentiellement les Américains. Et aux États-Unis, on a une conception de la liberté d'expression qui n'est pas du tout la même qui n'est pas du tout la même. Il y a l'idée justement d'une totale liberté et c'était la discussion qu'on avait tout à l'heure. Et c'est le citoyen éclairé qui va choisir telle ou telle information, qui va faire l'information. Et donc, on n'a pas un contrôle qui vient d'en haut. Et donc, c'est le grand débat. Certains, en France, on dit Elon Musk veut contrôler Twitter. Moi, ce que j'ai entendu d'Elon Musk, c'est justement... Il veut libérer la parole sur Twitter pour que tout le monde dise... Exactement. J'allais dire tout et n'importe quoi. Exactement, il veut décontrôler. Je ne suis pas sûr que la situation de la liberté, de la démocratie aux États-Unis soit c'est leur conception de la liberté. Mais bien sûr, et après il faut arrêter de penser que tout ce qui n'est pas en France, c'est une catastrophe. Alors on va pouvoir justement se recentrer sur la France, entre autres. Oui, Jean-Claude, pour les présidentielles de 2022 qui se sont déroulées en France, Amnesty International a sorti un manifeste à destination des candidats avec 10 points. Pouvez-vous nous en dire davantage et mettre l'accent pour cette partie d'émission sur vos constats et propositions autour de la valeur liberté ? Alors, au niveau de la liberté, nos constats, c'est qu'il y a une restriction, il y a eu une restriction, ce que je disais un petit peu en introduction, il y a une restriction du droit de manifester avec des violences policières, avec l'utilisation d'armes disproportionné par rapport à l'objectif qu'on voulait atteindre. Et nous, ce que nous demandons, c'est l'arrêt de l'utilisation des grenades de désencerclement, des grenades assourdissantes et puis des LBD 40 qui font des dommages. Il y a eu des éborgnés, il y a eu des mutilés au cours des manifestations de ces dernières années. Donc ça, on veut que ça s'arrête. On veut la fin aussi du dévoiement des procédures pénales de façon à ce qu'une personne ne soit pas empêchée de manifester, puisse jouir de son droit de manifester. Et puis, on veut que cessent également les surveillances hors de tout contrôle judiciaire, les surveillances de manifestations par drone, par exemple, qui limitent. Les gens ont peur, ils ont peur de se rendre aux manifestations à cause des violences, à cause des risques pénaux et à cause de la surveillance intrusive. Donc, on voudrait que cela cesse et qu'on puisse manifester et qu'on puisse jouir complètement de son droit de manifester. Et tous les candidats se sont engagés ? Non. Ok, d'accord. Donc, il y en a 4 sur 12. Il y en a 4 sur 12 sans les citer, mais il n'y en a que 4 sur 12. Et alors, on peut savoir qui s'est engagé, qui ne s'est pas engagé. Je ne sais pas si c'est public ou pas. Mais Mélenchon, Jadot, Artaud et... c'est public, ok. Et Roussel. Ils se sont engagés. Ils se sont engagés sur la liste de 10 points que nous... Sur les 10 points. Sur les 10 points. Sur la totalité des 10 points. Et les autres, nous n'avons pas eu de réponse. Pas eu de réponse du tout. Ah, même pas dire moi je suis d'accord sur 3, 4, 5 points. Nous n'avons pas eu de réponse de la part des autres candidats. Eh ben, effectivement. On revient dans quelques secondes. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast.
Quand on parle de liberté, on parle aussi de laïcité. Qu'est-ce que c'est? Peut-on l'expliquer? Depuis quand c'est appliqué en France et en est-il pareil dans le monde? On va donner la parole à Claude. Alors, dans le monde, non. Je crois que je parle sous le. Ah oui, c'est qu'en France. On parlerait tous les deux sur cette France, question, je pense. Je On peut poser. crois que la Suisse aussi exerce une forme de laïcité, il me semble. Il y a d'autres pays. Donc Il y en a un troisième. mais c'est essentiellement Les États-Unis, franco-français, c'est quoi. essentiellement Dit français. laïque, la Mhm. Turquie aussi. La Turquie, ouais, ce Donc qui est- on va revenir sur. C'est pas la même laïcité. c'est pas la même laïcité, mais il y a très peu de pays qui établissent une forme de laïcité. Alors, à qu'est-ce la que c'est française. exactement? Voilà, qu'on explique à Alors nos moi, j'ai auditeurs. une formule qui est une formule choc. J'ai pas besoin de raconter des histoires. Je dis toujours, quand les élèves, les étudiants me disent « mais c'est quoi la laïcité ?» Moi, je dis « la loi protège la foi, mais la foi ne fait pas la loi. » Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce pays, depuis 1905, depuis la séparation de l'Église et de l'État... Pardon? Pas d'accord. Oui, La mais- Révolution française, c'est le culte de l'être suprême. oui. Non, mais là, tu Voilà. remontes Et à on sort- 1789. Bien sûr, c'est les fondements de la République. Oui. Ouais. Mais non, mais c'est toujours un débat qui est intéressant. C'est-à-dire que dans ce pays, n'importe qui, comme vous disiez tout à l'heure, côté d'Amnesty International, n'importe qui peut pratiquer sa religion, quitter sa religion. Bon, en principe. Je vous laisse. En principe. Ça ne veut pas dire que dans les faits, ça se traduise à 100%. Et la loi, elle est là pour protéger tous ceux qui veulent exercer leur culte librement. À partir du moment, et c'est là où ça devient intéressant, où certaines religions, et c'est bien pour ça, et au départ, la laïcité, c'était contre le catholicisme. On ne parlait pas d'islam, on ne parlait pas de judaïté, etc. On parlait du catholicisme. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où des êtres, quels qu'ils soient, des citoyens, veulent imposer la primauté de la religion sur la République ou sur les lois de la République ou de la démocratie, ça ne marche plus. Et c'est fixé de manière extrêmement stricte par la loi. Alors, on peut en discuter pendant des heures, et ce soir, on va en discuter, on ne trouvera pas la solution, mais c'est comme ça, c'est le principe qui est français. On peut ne pas être d'accord, on peut contester, etc. Moi, je vous donne une anecdote. Alors après, on me croit ou on me croit pas, peu importe. J'ai beaucoup travaillé avec des gens qui ont bossé sur la laïcité, notamment un ancien inspecteur de l'enseignement supérieur qui a créé une commission sur la laïcité, etc., mais que j'ai rencontré après avoir fait mon enquête pour Charlie Hebdo. Je suis parti avec mon calepin et mon stylo et j'ai fait des dizaines d'établissements scolaires très différents les uns des autres, dans des quartiers populaires, dans des grandes villes, dans des zones rurales, etc. Et ce qui m'avait frappé, à l'époque, je vous parle c'était il y a 4 ans mon enquête, hein, c'est la première fois que Charlie publie 4 pages entières sur la laïcité. J'avais été frappé par le fait que la plupart des jeunes que je rencontrais en collège ou au lycée ne savaient pas vraiment ce que c'était que la laïcité. Mais c'était pas méchant ou agressif, mais ils étaient dans la méconnaissance du sujet. Et à l'inverse, et pas simplement d'ailleurs dans des quartiers populaires, mais dans des petites villes rurales, etc., je rencontrais des jeunes filles, des jeunes gens qui étaient extrêmement sympas, etc., mais qui disaient, mais nous, on s'en fout de la laïcité. Ce qui compte, nous, c'est Dieu. Voilà. Dans notre maison, on a maman, papa, Dieu et la République, on s'en fout. Et je leur disais, mais pourquoi? Ils disaient, parce que c'est comme ça, et que on a été éduqués de telle et telle manière, et que votre démocratie, votre République, votre laïcité, etc., ça ne nous concerne pas, on fait autre chose, etc. Ça ne voulait pas dire qu'ils étaient profondément religieux, mais ça voulait dire qu'ils vivaient selon des concepts, des traditions, des cultures, qui faisaient que la laïcité, pour eux, ne faisait pas partie de leur quotidien. Eric, Alors, ça c'est la première chose. oui. La deuxième chose, ça ne veut pas dire que... C'est là où c'était très paradoxal, c'est que chaque fois qu'on avait le temps de discuter avec ces gamins, avec ces gamines, souvent c'était parfois dans les classes de première, terminale, des 17 ans, 18 ans, en l'espace de 2-3 heures, quand on discutait, quand on parlait, quand on expliquait, on réussissait, non pas à les convaincre, parce que moi je n'étais pas là pour les convaincre en tant que journaliste, mais on réussissait à éclairer une part de leur méconnaissance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils arrivaient à comprendre ce qu'était la laïcité, ce qu'était la loi de séparation de l'Église et de l'État. On leur expliquait, mais voilà, moi je suis Charlie Hebdo, je n'ai rien contre l'islam, absolument rien. Toi, tu as quelque chose contre moi, journaliste, parce que tu considères que j'attaque ta religion, que je caricature ton prophète, que j'en veux à tous les gens qui pratiquent l'islam, etc. Mais ça n'est pas vrai. Et quand on réussit à leur expliquer, ça fonctionne. Mais voilà, je ne suis pas sûr d'avoir... Eric Je va suis répondre, et après, on peut inébranlable laisser sur la loi Jean-Claude de sur le sujet. 1905 sur la laïcité, mais je peux comprendre qu'on en discute. Alors, la laïcité est un compromis. C'est la première idée. Compromis entre
deux choses qu'on peut, à mon avis, difficilement associer, et c'est tout le problème. Dernièrement, on en a peu parlé. Il y a un ancien ministre qui s'appelait M. Bianco, qui était directeur d'un observatoire de la laïcité, structure d'État, dépendant du ministère, et qui a été remercié parce qu'il n'avait pas la même vision de la laïcité que la République actuellement. En gros, non, je ne vais pas aller plus loin, que la République actuellement. D'où vient la laïcité ? Alors déjà, ça remonte à très longtemps. C'est une histoire de guéguerre entre l'Église et l'État, entre le pape et la monarchie, donc une façon d'affirmer la monarchie française. Donc ça remonte à extrêmement longtemps. Ensuite, au XIXe siècle, on a l'idée que la République, pour se construire, et les radicaux, une partie du Parti socialiste, qui ne veut pas aller sur la logique de la lutte des classes, qui ne veut pas être révolutionnaire. Et donc, pour s'affirmer par rapport à la droite, mais pour ne pas être révolutionnaire, a besoin de trouver un principe, un argument, et c'est l'argument de l'Église. On doit éclairer les gens contre l'Église. Et donc, on a tout un mouvement anticlérical. Je ne dis pas laïque, je dis anticlérical. Et comment fait-on, au début du XXe siècle, pour concilier une France qui reste encore en grande partie chrétienne, une Église qui reste quand même assez offensive, qui n'est pas prête à lâcher l'histoire que les Français doivent conserver une culture chrétienne, et puis d'un autre côté, une République qui, pour les tendants les plus radicaux, et ils s'appelaient les radicaux, sont des anticléricaux. Et on arrive à un équilibre qui est voulu par Aristide Briand. Qu'est-ce que dit Aristide Briand ? Aristide Briand dit, et il y a une priorité, ce que rappelait M. Bianco, il y a une priorité. Et la priorité, c'est la liberté de culte. Chacun doit pouvoir pratiquer sa religion, il ne doit pas y avoir d'entrave. Après, et ça c'est M. Veil dernièrement qui le rappelait, c'est dans la loi, après il y a l'idée qu'on doit protéger les gens du prosélytisme. C'est-à-dire quelqu'un d'une autre religion ne peut pas forcer. Là, je suis totalement d'accord. Mais progressivement, on en vient à restreindre les religions. Dernièrement, faut quand même savoir qu'il y a des choses qui ont été décidées au niveau de l'État, et la condamnation, puisque vous parliez de l'islam, et la condamnation ne vient pas que de l'islam. Vous avez eu une unité de toutes les églises protestantes, églises, je crois aussi qu'il y avait les instances israélites, l'église catholique et l'islam pour condamner certains propos. Ensuite, on va aller jusqu'au bout. Moi, ce qui m'a inquiété un petit peu, c'est dernièrement l'affaire Paty, de Samuel Paty, où on a fait une grande, j'appelle ça, je sais que ça peut choquer, j'appelle ça une messe. Donc tous les élèves étaient convoqués dans la cour de récréation. Il y avait un grand discours, et je me suis dit, il y a les gens qui sont dans la messe, et il y a ceux qui observent et qui ne sont pas dans la messe. Je vois que Jean-Claude veut réagir. Et je vais finir, j'en ai pour 2 secondes. Et le but de l'éducation civique, c'est le vivre ensemble. C'est-à-dire, celui qui est avec nous, il n'est pas à convaincre. Mais celui qui se sent mis en dehors, c'est lui qu'il faut aller voir. Or, ma peur, quand je vous entendais tout à l'heure, et vous l'avez dit, l'islam. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas, et à raison ou à tort, l'impression d'être stigmatisés ? Est-ce que la laïcité concerne l'intégralité des religions ? Ou plus précisément aujourd'hui, une religion ? C'est ça l'inquiétude. Voilà. Je vous laisse réagir. Jean-Claude ? Oui, pour nous, la laïcité, si c'est une garantie de liberté de religion ou de conscience, il n'y a pas de problème. On adhère complètement. Et c'est l'idée originelle de la loi de 1905. Par contre, ce qui devient dangereux, c'est si ce terme est utilisé, si on utilise le terme de laïcité, cet outil, pour discriminer une religion en particulier, alors là, nous ne sommes plus d'accord. On dévoie complètement cette idée de laïcité, et là, on n'est plus d'accord. C'est pas l'esprit d'origine. On est bien d'accord. Non.
Éric Luce, vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée, vous en avez rapidement parlé. L'assassinat de Samuel Paty a-t-elle changé votre manière d'enseigner en tant que professeur? Est-ce que vous êtes libre de dire tout ce que vous pensez? Avez-vous peur de la réaction de vos élèves aujourd'hui? Alors, Mais dans la liberté. Là. C'était la discussion qu'on avait tout à l'heure. Donc, dernièrement, on a eu une affaire qui est liée à la laïcité, qui est l'affaire de Grenoble. L'affaire de Grenoble, donc il y a un enseignant qui a eu certains propos. Voilà. Donc dans ses cours, il y a eu, je sais pas si on doit dire une cabale ou une manifestation contre lui. Il a été un petit peu, enfin lui dit-il, il a été lâché par son administration, donc l'IEP de Grenoble. Et là, s'est développée la question des libertés académiques. Certains ont dit qu'il y a des risques pour les libertés académiques. Les libertés académiques, c'est un universitaire a le droit de chercher sur ce qu'il veut, a le droit de faire le cours qu'il veut. Ce n'est pas le cas d'un enseignant du secondaire. Un enseignant du secondaire a une obligation de réserve. Et le problème justement de ce monsieur à l'IEP de Grenoble, c'est qu'il était agrégé il était agrégé, il dépendait donc de l'enseignement secondaire et il n'était pas universitaire. Donc oui, en tant qu'enseignant, voilà, je suis pas un militaire, mais il y a une petite réserve, oui. Donc vous êtes professeur. Oui, Claude. Je rebondis parce que l'affaire Samuel Paty, elle est très importante. Vous dites, il y a ceux qui ont fait partie de la messe, on comprend ce que vous dites. Il y a ceux qui sont extérieurs à la messe. Alors, c'est qui ceux qui sont extérieurs à la messe? Je ne sais pas. Alors, il y a des gens à convaincre. Tout à l'heure, je vous entendais, vous savez, la liberté. Il y aura des principes qui viendraient d'en haut et il ne faudrait pas se poser de questions, ils sont là. Non, ça ne va pas de soi. Je pense que, et c'est le rôle de l'éducation civique, et convaincre, ce n'est pas imposer. Ça, c'est fondamental. Tout à l'heure, on en discutait avec une élève. Quand c'est imposé, surtout quand on est adolescent. Vous savez, on est adolescent, le prof dit quelque chose. Si on donne des pistes, si on donne des éléments de réflexion, ça peut amener à avancer. Si on dit de façon autoritaire, c'est comme ça, l'adolescent, généralement, va voir ailleurs. Donc, je pense qu'il y a toute une pédagogie à remettre en place. Et c'est compliqué. Il y a des jeunes, pour donner, il y a des jeunes qui ne veulent pas parler. Alors justement, Eric, ils ne veulent pas. Alors, je me permets, parce que la question Claude, que vous posiez, c'était, est-ce que vous pouvez vous parler de laïcité? Est-ce que librement? Quelles sont les réactions de vos élèves en classe? c'est exactement la suite. Alors, la laïcité, bon, on va aller jusqu'au bout, puisque il y a énormément. Déjà, j'y reviens. On dit la laïcité. Pour le moment, je pense que sur la définition de la laïcité, les gens c'est le problème, c'est que les gens ne sont pas d'accord. C'est-à-dire, est-ce que la laïcité est un principe transcendantal à la guerre, tout le monde doit obéir pour faire l'unité de la nation? Voilà. Mais être clairement. Je le dis. Ou est-ce que la laïcité est un élément pour intégrer des gens de religions multiples et leur faire accepter le vivre ensemble dans lequel on est? Est-ce que les deux sont compatibles? Aujourd'hui, je crois qu'on est au cœur de ces enjeux et de ces difficultés. Je suis pas certain qu'on aille dans le bon sens. Aujourd'hui, on consacre 30 minutes, je crois, par semaine à cette matière. Est-ce que pour vous, c'est suffisant? Alors, ça dépend comment on l'utilise. Voilà. Et moi, ça me fait toujours rire. Parce qu'en 30 minutes, les élèves arrivent à s'intéresser. Alors, je vais être clair avec vous, c'est toujours la rigolade avec les autres profs. Bon, déjà, normalement, l'éducation civique, c'est pas le domaine des profs d'histoire géo, même si institutionnellement. Vous êtes formé, vous, pour. Alors, très bonne question. Excellente question. C'était la question sur laquelle je voulais revenir. Quand on fait professeur d'histoire géo, on étudie l'histoire, on étudie la géographie. Je ne crois pas, à moins que je me trompe, qu'il y ait d'université d'éducation civique. Il y a une université de sciences politiques, IEP, aujourd'hui il y a des licences, il y a des universités de droit, mais il n'y a pas d'université d'éducation civique. On va aller plus loin, c'était des historiens du début des années 60 qui montraient qu'on ne faisait pas les mêmes cours à certaines populations et à d'autres.
parler de droits de l'homme. Dans les droits de l'homme, dans une des déclarations, dans la déclaration des droits de l'homme, il y a marqué tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Le civisme, c'est pas là. Le civisme, c'est même si c'est autorisé, si je considère que moralement ce n'est pas bien, je ne dois pas le faire. Qu'est-ce qu'on apprend quand on va en sciences politiques? On apprend l'inverse. On apprend, quand on fait avocat d'affaires, on apprend à trouver les failles. C'est-à-dire que, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que l'éducation civique est un enseignement qui s'adresse à un type de population, et particulièrement un type de population, et qui passe souvent très difficilement. Je suis pas certain qu'il soit très productif. Vous allez dire, j'ai un discours un peu marxiste. Je l'ai. Soyons clairs, je suis là-dedans. Ensuite, à l'université, non, on ne fait pas de l'éducation civique. Et quand est-ce qu'on en refait? Parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Je pense que dans les formations des enseignants, après les concours, et là je vais aller jusqu'au bout, on est loin d'être sûr qu'il y a encore des concours. Parce que ça, c'est la grande surprise qu'on va voir dans les mois à venir. Mais au moment de la formation dans les concours, je pense que oui, il y a des formations, des sensibilisations à l'éducation civique. Mais avant, à moins que c'est changé, non. Est-ce que les valeurs de la République française sont mises en avant dans le programme d'éducation civique au lycée? Alors, vous êtes professeur de lycée. je squatte un peu la parole. J'ai des premières et des terminales. J'ai surtout des terminales cette année, l'année dernière j'ai des premières. En première, on insiste sur l'aspect social et sociétal. Et là aussi, ça pose un problème. Donc tout ce qui est diversité religieuse, diversité sociale, donc tout ce qui est la transphobie, etc., l'homophobie. Donc on développe ça. Et puis d'un autre côté, c'est vrai que notre gouvernement, aujourd'hui, on a du mal à comprendre exactement sur quelle ligne il est sur ces questions-là. Donc ça fait un petit peu voilà. Et en terminale, par contre, c'est beaucoup plus politique. C'est la question de la démocratie, essentiellement la question de la démocratie en France. Mais aussi, il y a du boulot quand on voit les jeunes qui ne votent plus aujourd'hui. Mais bien sûr, mais bien sûr qu'il y a un boulot énorme. Et puis après, les jeunes, je crois qu'il faut arrêter de penser que les jeunes ne pensent pas. Et ça, c'est des études récentes. Un abstentionniste n'est pas quelqu'un qui ne pense pas, n'est pas quelqu'un qui va à la pêche. C'est qu'à un moment quelqu'un qui considère que le système politique comme il est, et je ne parle pas de la démocratie en général, je parle du fonctionnement de notre système, de la Ve République, qui pour moi arrive en fin de vie, eh bien, ils ne s'y reconnaissent pas. Et quand on voit que, par exemple, on a des essais, Emmanuel Macron a essayé de faire une espèce de convention citoyenne, avec quel résultat? Il n'y a rien. C'est-à-dire, on a en France un problème avec la démocratie. Et la Ve République, je vais finir, aujourd'hui c'est un ouvrage d'un Américain, 1958, du coup d'État à la guerre civile. C'est-à-dire que la Ve République, c'est un militaire qui la met en place. Alors, puisqu'on parle des élections, justement... Oui, on va revenir sur le taux d'abstention des présidentielles. Près de 3 électeurs sur 10 ne sont pas allés voter. Donc, plus de 2,2 millions de personnes ont voté blanc, presque 800 000 ont voté nul. C'est beaucoup. Les Français se sentent-ils encore concernés par ce qu'il se passe en France? On peut demander à Jean-Claude. Je ne saurais pas répondre. Enfin, les gens, On voit que les jeunes ne votent plus. On peut parler, voilà. Alors c'est vrai que les jeunes ne votent plus. Les jeunes, on les retrouve de moins en moins dans les associations de type traditionnel. Mais les jeunes sont présents dans les marches pour le climat, sont présents pour lutter contre les discriminations. Donc sur des sujets qui les concernent, sur des sujets qui les concernent, ils sont prêts à s'investir. Et c'est de la politique aussi. Donc c'est du civisme aussi. Donc il faut pas dramatiser outre mesure, je pense. Peut-être que on change de paradigme. Il y a une nouvelle façon de militer, de s'engager. Mais il faut pas toujours dire avant c'était bien mieux. Maintenant les jeunes ils font rien quoi. Christophe? Oui, je pense aussi que les jeunes sont peut-être moins intéressés par le fonctionnement des institutions. Et je pense que quand on ne connaît pas le fonctionnement des institutions, on a du mal à s'impliquer, on a du mal à imaginer quels sont les tenants, les aboutissants, et même la notion de vote, on n'arrive pas très bien à comprendre parce que quand on ne connaît pas comment ça fonctionne, on a du mal à se positionner pour un candidat, on a du mal à se positionner sur une politique, on a du mal même peut-être à avoir des idées politiques. Parce que pour jouer à un jeu, il faut déjà connaître le fonctionnement de ce jeu. Il faut connaître la façon dont les choses se présentent. Il y a bientôt les élections législatives et je ne suis pas certain que la majorité des jeunes, on va dire en dessous de 25 ans, ont une connaissance suffisante du fonctionnement de nos institutions.
Il y en a beaucoup qui savent pas très bien à quoi sert un député. Un sénateur, un député, Quesaco, quel est leur rôle. Alors ils savent peut-être vaguement qu'ils votent les lois, et encore je suis pas tout à fait sûr. Ils savent qu'ils font de la politique, voilà, mais je pense que s'il y avait un effort un peu plus important sur l'enseignement de la façon dont les institutions fonctionnent, peut-être que les Français, et les jeunes en particulier, s'impliqueraient un peu plus. Voilà, parce qu'ils sauraient exactement que quand ils votent pour quelqu'un, ce quelqu'un-là, il a pour mission de faire ceci, de faire cela. Voilà. Jean-Claude ? Oui, enfin, moi j'ai un contre-exemple, si vous voulez, c'est que Amnesty, par exemple, aujourd'hui, on franchit la barre des 200 antennes jeunes dans les lycées, dans les collèges et dans les universités. C'est-à-dire, c'est des jeunes qui se regroupent une fois par semaine ou une fois par mois pour se battre sur les droits humains, sur des personnes en particulier. Donc, on peut pas dire qu'ils se foutent de tout, quoi. Ils s'investissent sur le climat. Encore une fois, les marches pour le climat, c'est les jeunes qui les portent. C'est un sujet qui est porté par les jeunes, alors que nous, on est passé complètement à côté du sujet. Donc, il y a un changement, mais il faut pas dire que les jeunes se désintéressent de la vie publique. Comme les violences faites aux femmes aussi, je crois. Comme les violences faites aux femmes, il y a les jeunes femmes en particulier, mais pas que, sont très très mobilisées là-dessus. Éric ? Je pense que c'est loin d'être incompatible. En gros, énormément de jeunes s'engagent, comme vous dites, dans le milieu associatif, parce qu'ils ne veulent plus s'engager dans la vie politique. Vous regardez le militantisme des partis politiques, jeunes compris, et les seuls qui veulent vous dire. Oui, mais les jeunes s'impliquent dans les sujets qui les intéressent. Exactement. Mais il y a un rejet. Du système politique. On est peut-être à l'aube d'un nouvel ère. Alors le problème est là. Le problème est là, c'est que, comme disait très bien mon confrère, le pouvoir, celui qui décide, c'est le résultat d'un processus politique lié à des institutions politiques. Mais effectivement, si ces jeunes ne votent pas, c'est peut-être parce qu'effectivement, ils ne les comprennent pas. Mais tout à fait. Mais donc, en gros, le problème, c'est qu'on a des jeunes qui marchent, on a des jeunes qui signent des pétitions. On n'a jamais autant signé de pétitions. Et puis ensuite, rien ne suit. Et ensuite, il y a la question institutionnelle. Faut être clair, la question institutionnelle, on essaye plus ou moins de leur expliquer le fonctionnement qui est extrêmement complexe. Oui, il est complexe, mais c'est comme ça que fonctionne le pays. Alors les décisions sont prises par les gens obéissent à des règles. Je vais revenir sur... On parlait de Pierre Laval tout à l'heure. Des pleins pouvoirs. Pierre Laval obtient les pleins pouvoirs en allant négocier avec des députés qui ne lui sont pas favorables et qui lui donnent des petits cadeaux. Voilà. Donc à un moment, il y a les règles. Vous êtes juriste. Vous avez une vision juridique du droit. Je suis historien. Moi, j'ai toujours été étonné, c'est qu'en regardant les livres de droit, on ne comprend rien à l'histoire. Les juristes mettent des structures. L'histoire fait évoluer. La science politique fait évoluer. Le régime qu'on a aujourd'hui, c'est celui de 1958. Il n'avait pas du tout prévu la cohabitation. Mais ça a quand même bien fonctionné. La Constitution a été suffisamment bien faite, mais ça a été un accident. Considérer qu'elle a été faite par un militaire. L'esprit de la Ve République ne prévoyait pas la cohabitation. Donc en gros, le droit évolue et les constitutions évoluent avec le temps. Et aujourd'hui, quand on demande aux élèves c'est quoi la politique, on voit très bien que par exemple, vous allez avoir les législatives. Bon, je disais tout à l'heure, on a quelqu'un qui veut être vizir à la place du vizir, mais c'est joué. C'est-à-dire, dans la tête des gens, le président fait la politique. C'est les restes de l'ancien régime. C'est le palais. Et aujourd'hui, moi je le dis souvent, en Allemagne, je leur dis quel est le nom du président ? Personne ne connaît le nom du président. Et je dis, Madame Merkel, elle, c'est quoi son boulot ? C'est de faire du consensus. C'est d'aller voir... C'était Madame Merkel. Ex-Madame Merkel. Oui, Exactement. Madame Merkel, c'était son boulot. Et elle le faisait très bien. Et c'est Olaf Scholz tout à l'heure. Maintenant, oui. Et elle le faisait très bien. Impensable en France, dans son gouvernement, on arrivait à avoir de la social-démocratie et de la CDU. Les institutions sont totalement différentes de toute façon. Donc on a quelque chose, et je pense, et là on va y venir, mais peut-être que, en gros, la Ve République arrive peut-être à sa fin dans 2 mois, aux élections législatives. On a deux possibilités. Non, on n'aura pas une cohabitation. On aura des arrangements qui seront nécessaires. Et donc on ira chercher à droite et à gauche des députés pour essayer de faire et ça sera encore pire. Ou alors,
si le président de la République actuelle a une majorité, je pense que ça va être extrêmement compliqué. On a une question. Oui. Mais Claude. en fait, il faut comprendre ce que c'est. On parle beaucoup de la Ve République, donc on remonte à 1958. Moi, je suis né avec la Ve République et on avait un parcours, nous, en tant que citoyens, qui était tout tracé. On allait à l'école, en général, publique. On partait en vacances avec le club Léo Lagrange ou en colonie de vacances. Ensuite, quand on partait à la fac ou à l'université, moi j'ai fait Sciences Po, on savait qu'on avait des syndicats étudiants qui pouvaient nous défendre. Donc on était à l'UNEF, on était dans d'autres syndicats, etc. Mais on avait des parcours qui étaient tout tracés. Ensuite, quand on arrivait dans la vie professionnelle, pour défendre nos droits, la plupart du temps, moi j'étais à Var-Matin, on était 90 journalistes, il y avait 80 journalistes qui étaient syndiqués. CFDT, CGT, SNJ, Force ouvrière, CGC. Et on avait tous des voies qui étaient tracées par les institutions. Il y avait des syndicats, il y avait des partis politiques, il y avait des clubs de jeunes, il y avait les francs-tireurs, si on était cathos, si on était laïcs, si on était... Bon. Et on avait... Tout ça a littéralement explosé. Si vous dites à un jeune aujourd'hui de 20 ans, qui n'est pas du tout plus con que le mec qui avait 20 ans ou la fille qui avait 20 ans ou 30 ans ou 40 ans plus tôt, si vous lui parlez de syndicalisme, si vous parlez de colonies de vacances, si vous parlez de club Léo Lagrange, si vous leur parlez de francs-tireurs, si vous leur parlez des éclaireurs de France, si vous leur parlez de fédération, la fédération des œuvres laïques qui existe encore, ces jeunes-là ne savent pas. Parce que soit ça a disparu, soit ça ne fait pas partie de leur monde parce qu'ils font autre chose. On parlait d'écologie tout à l'heure, leur monde c'est ça. Ils voient aujourd'hui les changements climatiques. Attention. C'est pas parce que moi je suis pas convaincu qu'un jeune ne sache pas ce que c'est qu'un député, encore moins un conseiller départemental, encore moins un conseiller régional, etc. C'est compliqué. Mais si vous allez voir quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, un banquier, un ouvrier, un métallurgiste, quelle que soit la région d'origine, etc. Et si vous lui dites, mais c'est quoi le rôle d'un parlementaire, c'est quoi le rôle d'un conseiller régional, je suis pas persuadé que le mec à 40 ans ou 50 ans, il sache vous expliquer de quoi il s'agit. Ouais. Si vous demandez à 10 Français, mais faites l'expérience demain. Vous leur dites, voilà, il y a les élections législatives, le 10 et le 17 juin. À quoi sert un député, par exemple? Vous allez être sidéré, mais sidéré. Moi, je suis entouré d'enseignants. C'est étonnant que ça soit pas appris à l'école. Alors, je vais aller jusque. Et là, je parle au prof d'histoire. Je souhaiterais te répondre. Parce que moi, je suis entouré je suis entouré d'enseignants qui sont des gens très bien, très cultivés, qui vont au Théâtre Liberté à Toulon, qui vont à la Criée à Marseille, qui vont au cinéma, etc. Et vous leur dites, mais c'est quoi un député? C'est quoi la loi? Qu'est-ce que vous allez voter? Pourquoi vous voteriez, etc. Et ils vous sortent des théories absolues. D'abord, ils ne savent pas. Mais même le gouvernement, c'est quoi? Alors, juridique. Mais bien sûr, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que le gouvernement de partout. Mais même le député. Qu'est-ce qu'un député? Dans la Constitution, c'est très clair. C'est un représentant de la nation. C'est quelqu'un qui n'a aucun lien avec son territoire, qui n'a aucun lien, en théorie, avec les groupes de pression, qui n'a pas de lien avec son parti. À partir du moment où il est élu, dans la Constitution, il représente la nation. Il y en a combien des députés comme ça? Et ça, c'est... Non, mais après, moi, je fais référence à la fonction du député. Oui, mais les gens regardent la pratique. Qu'est-ce qu'ils voient au niveau pratique? Ils voient un député qui change. Déjà, s'ils avaient connaissance de la fonction concrète, on voit dans une circonscription, les gens s'y paient. On voit dans une circonscription à côté qu'on a une ancienne dame qui était communiste, qui passe au Parti socialiste et qui se fait élire au dernier moment La République en marche. Les gens ne comprennent plus rien. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un tel maelstrom que les gens n'y comprennent plus rien. Et que vous avez une vision juridique avec des institutions qui vous semblent claires, sauf que les gens, s'ils calquent votre vision juridique avec ce qui semble clair et ce qu'ils observent, ils se disent, mais ça colle pas. Pour clore cette partie liberté, puisqu'on a quand même deux autres valeurs à évoquer, est-ce qu'on peut... Oui, Mylène, vas-y. On avait une question d'Adrien. Comment peut-on défendre les libertés d'un point de vue droit en France de chaque citoyen? C'est une bonne question, Christophe. Alors, déjà, il y a ce qu'on appelle les principes généraux du droit qui ont été reconnus par la jurisprudence. Alors, la jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions de justice qui sont recensées par les différentes juridictions. La Cour de cassation, pour ce qui concerne tout le droit privé, et la Cour et le Conseil d'État. Et les principes généraux du droit, ce sont des principes qui ont été dégagés par les juges au cours de l'histoire
et qui ont eu vocation à se substituer à des carences de la loi, à des carences de la réglementation. Et ces juges-là ont été obligés en quelque sorte d'apporter des solutions concrètes à des problèmes qui pouvaient exister. Et ils se sont efforcés d'être le plus pragmatique possible. Et donc, c'est dans ce cadre-là que différents principes sont nés. Il y a le principe de l'égalité devant les charges qui sont... On va l'évoquer en détail, effectivement, ce principe. Et donc, en termes de droit, nous sommes tous libres. Oui, effectivement. Oui. Le principe vaut. D'ailleurs, la devise liberté, égalité, fraternité, elle est intégrée dans l'article 2 de la Constitution, et la Constitution française est en elle-même source de droit. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie des normes et les lois françaises doivent respecter la Constitution. C'est le rôle du Conseil constitutionnel, c'est la constitutionnalité des lois. Et une loi qui mettrait en péril pour une raison X ou Y l'égalité des Français ou même des étrangers, mais en tout cas l'égalité des citoyens pourrait être censurée et est censurée par le Conseil constitutionnel. Et ça vaut pour les libertés, ça vaut aussi pour la fraternité aussi, parce que la notion de fraternité, c'est une notion qui paraît peut-être un peu vague et on a du mal à imaginer qu'elle puisse avoir une correspondance juridique un peu froide, et pourtant ça existe, par exemple, parce que le Conseil constitutionnel avait censuré des lois qui pouvaient contrevenir à la notion de fraternité. C'était notamment en ce qui concerne l'aide aux migrants. Il est interdit de faire venir des migrants, mais le fait de les aider une fois qu'ils sont là, on ne peut pas être sanctionné dans certains cas. Ça, c'est la valeur fraternité. Le Conseil constitutionnel a effectivement considéré que c'était dans le cadre du respect de ce principe-là. Voilà. Le monsieur s'appelle Cédric Héroux. Je vous invite à voir quelle est sa vie actuellement. Donc c'est vrai qu'il a gagné là-dessus. Il a des problèmes incroyables. Tout à l'heure, les informations... Mais il faudrait que vous rappeliez qui c'est. Cédric Héroux, c'est quelqu'un qui permet donc à des migrants de passer... Enfin, pas de passer. Il les récupère donc à Nice et il leur amène de l'entraide. Donc il y a une espèce de petite communauté. Il est lié à Emmaüs. Et donc, il leur donne à manger, un toit, etc., etc. Le préfet du Var a été à de multiples reprises condamné pour son action, refouler des migrants qui avaient le droit, des migrants le droit, par exemple, la liberté de pouvoir poser des dossiers pour être réfugié politique, etc. Il y avait eu des entraves qui avaient été mises. Et après, actuellement, on va pas revenir là-dessus, mais on est dans un grand élan de fraternité avec une population. On en parlera effectivement en dernière partie d'émission. On avait une question de Mélanie pour conclure vraiment sur quel point nous pourrions améliorer en France, s'améliorer en termes de liberté et pour comment. Pour conclure cette partie, liberté. Est-ce que vous avez des idées autour de la table? Le sujet est tellement vaste que c'est difficile de répondre aussi facilement. On a vu que c'est un sujet complexe quand même. Voilà. Moi je dirais, pour la presse, j'ai fait un papier, alors j'espère qu'il passera mercredi prochain, sur la concentration des médias qui étouffe littéralement la liberté de la presse. Je vais prendre un exemple. On avait le directeur de la rédaction le mois dernier ici même dans cette émission du journal La Provence. Du journal La Provence. Bon voilà, vous avez 2 milliardaires, 2 des plus grosses fortunes de France, qui se disputent sur le cadavre de Bernard Tapie, qui se disputent la Provence et Corse Matin à coups de milliards. Je dis bien à coups de milliards. Mais géant d'Internet, et puis... Voilà, c'est Xavier Niel d'un côté, qui a fait sa fortune sur le Minitel Rose, il faut le rappeler, dans les années 80, et qui ensuite a racheté Le Monde, qui a racheté Télérama, qui a racheté le nouveau magazine littéraire, qui a racheté France Antilles, etc. Donc, et puis une quantité astronomique de start-up, et qui aujourd'hui est propriétaire de Nice Matin, de Var Matin, et en devenant propriétaire de la Provence et de Corse Matin, il aurait tous les médias du Grand Sud-Est, c'est-à-dire un bassin de plus de 10 à 12 millions de personnes, sous sa tutelle. Mais pourquoi il fait ça? C'est ça qui est intéressant. Pourquoi Xavier Niel? Et pourquoi celui qui veut racheter la Provence, c'est un armateur qui s'appelle Monsieur Saadé, Rodolphe Saadé. C'est la CGMA, quelque chose, enfin je ne sais plus exactement le nom. Transporte des conteneurs. Qui transporte des conteneurs.
pourquoi ce gars-là, qui est probablement un type très bien, veut racheter la Provence. Bon, et donc vous dites, ils ont un bassin de 10-12 millions d'habitants, ils ont un marché publicitaire absolument gigantesque, ils ont une influence politique, parce que Rodolphe Saadé, c'est un armateur, Xavier Niel, c'est un entrepreneur free, etc. Mais c'est quand même des mecs qui ont des idées politiques, comme Bolloré avec ses news, Europe 1, comme Lagardère en avait, etc. Et donc vous vous dites, quand vous discutez avec les journalistes de Var Matin, je les ai vus là récemment, de Corse Matin, de Nice Matin, de la Provence, etc., ils sont tous morts de peur. Parce qu'ils disent, de toute façon, on est pris entre le marteau et l'enclume, et quel que soit le nouveau propriétaire, de toute façon, on va déguster. Donc une et des ça se propositions... termine toujours de la même manière. Mais je vais terminer. Oui. Ça se termine toujours de la même manière, quel que soit le patron. Moi, je l'ai connu, j'ai eu 4 propriétaires à Var Matin en l'espace de 20 ans. Et quand Lagardère est arrivé, c'était dans les années 80, ça dit, il va sauver le groupe Var Matin. On n'avait pas besoin de le sauver, parce que Var Matin était un journal très riche et qui marchait très bien. La Provence marchait très bien aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent licencier 10, 15, 20, 30%. Ils veulent fermer des centres d'impression. C'est-à-dire que vous avez un centre d'impression à Nice, un centre d'impression des rotatives à Marseille. Vous en avez en Corse. Là, il n'y aurait plus qu'un centre d'impression. Et en mettant la main sur ces médias, c'est une mainmise financière, économique, psychologique, et évidemment qui restreint la liberté de la presse, parce que les journalistes, quand ils sont dans cet état, je vous jure qu'ils ont autre chose à penser que de savoir si on pourra enquêter, investiguer. Si vous multipliez ça par les 9 milliardaires français qui possèdent la quasi-totalité de... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, je sais pas... Donc, Claude, en fait, l'idée, ça serait d'interdire ce genre de choses. Donc, Claude, ça serait d'interdire ce genre de choses. C'est un petit peu comme les médias, normalement, les radios, il y a la concentration des médias. Comment on peut concevoir qu'un milliardaire ait 10, 15, 20, 30 médias, des maisons d'édition, etc. Normalement, il y avait déjà des lois et des limites par l'ancien CSA français, d'ailleurs, à ce sujet, sur la concentration des médias. Ça n'a rien à voir. Le CSA juge le contenu. Non, mais par rapport à des bassins de population. Avant, on ne pouvait pas être propriétaire de X radio pour couvrir plusieurs centaines de millions d'habitants, etc. Normalement, il y avait des limitations. Tu peux pas dire... on en parlait tout à l'heure. Tu vas tuer le Ravi, tu vas tuer Mars Actu, tu vas tuer Bastamag, tu vas tuer Médiacité, tu vas tuer peut-être Mediapart. Voilà. Donc, un des axes d'amélioration, ça serait plutôt d'interdire ça, du point de vue d'un journaliste. C'est quand même un problème pratique important. Mais oui. Parce qu'on parlait de liberté. Mais imaginez un gouvernement qui se permette de faire voter une loi qui vient limiter les droits de quiconque, qu'il soit riche ou pas riche, à acquérir des organismes de presse. C'est un problème pratique qui est difficile à résoudre. Et je comprends le principe. On est dans un pays libre à la base. C'est la liberté. Exactement. Mais on va passer est-ce qu'un gouvernement a la possibilité d'interdire à quelqu'un d'intervenir en matière de presse ? C'est difficile. Il y a des principes libéraux. Pour conclure cette partie, et les principes libéraux, c'est personne doit être en position monopolistique. Aux États-Unis, c'est très clair. Quand vous avez quelqu'un, on a eu ça aussi pour des entreprises en Europe, c'est l'Union européenne, et pas tellement la France, qui disait non, là vous vous retrouvez en position monopolistique. Il n'y a plus donc de débat puisque c'est vous qui dominez l'intégralité, et donc là on casse. Donc bien entendu, et je vais revenir plus généralement sur l'idée, c'est la question de contre-pouvoir. C'est-à-dire en France, à tous les niveaux, si on veut des libertés, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs pour garantir les libertés. Vous parliez tout à l'heure du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est pas la Cour suprême des États-Unis. Et la Cour suprême des États-Unis elle-même, on le voit aujourd'hui, elle est assez politique. C'est-à-dire... entièrement politique. Voilà, elle est assez politique, mais le Conseil constitutionnel, c'est Monsieur Fabius, ancien Premier ministre. Ah oui, non, mais c'est sûr que c'est... Voilà, donc on aurait besoin de contre-pouvoir, et on n'en a pas. C'est Montesquieu. Oui. Jean-Claude, pour conclure la partie liberté. Et après on attaque l'égalité. Je vais peut-être dire des généralités, mais la situation en France n'est pas catastrophique non plus. Certes, on peut l'améliorer. Certes, il faut l'améliorer. Il faut continuer à se battre. Mais ce que je voudrais dire, c'est que rien n'est jamais acquis. Et donc, d'autant plus la liberté. Il faut toujours se battre pour qu'elle soit respectée pour la conserver. Et pour qu'elle soit en vigueur. Et puis, d'autre part, sur la scène internationale, il faut vraiment que la France soit exemplaire en matière de liberté, de fraternité, de solidarité et d'égalité. Parce que après, quand on s'adresse sur la scène internationale à des dictateurs, à des régimes autocratiques, il faut être crédible. Il faut qu'on soit crédible, exactement. Ça, c'est le terme. Il faut pas qu'on puisse nous rapprocher. Attendez, vous nous donnez des leçons, mais il y a 10 borniers, 20 mutilés parmi
les gilets jaunes ou parmi les agriculteurs. Donc c'est faut pour être ça irréprochable. qu'il faut se battre d'abord pour la liberté et il faut se battre pour être exemplaire. Alors, juste une question. On conclut, on passe à l'égalité après, Claude. Il y a un classement en matière des droits de l'homme. La France C'est pas très bien. Le micro, Claude. La France a reculé de combien de rangs ces dernières années? Sur la liberté de la presse. Sur la liberté de la presse. Sur la liberté de la presse, c'est RSF effectivement qui met un classement. La France a reculé, mais Amnesty ne classe pas les pays en fonction du respect des droits de l'homme. Ah, il n'y a pas de classement d'Amnesty, non. Ah bon. Débat passionnant sur cette valeur liberté. On va enchaîner. On revient dans quelques RSF le fait. On revient dans quelques secondes et on revient sur la valeur égalité. Pour ne rien rater des coulisses de votre émission, rendez-vous sur Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, seconde partie. L'égalité en France est-elle toujours bien appliquée? Avons-nous tous les mêmes aides et les mêmes droits pour tout le monde? Nous allons maintenant aborder toutes vos questions avec nos invités. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, est-ce que les hommes et les femmes ont les mêmes droits en France? En 10 ans, l'égalité des droits entre les femmes et les hommes a progressé partout sur la planète, mais seulement 6 pays atteignent la parité parfaite sur les critères mesurés par la Banque mondiale. Et la France en fait quand même partie. Et quelles sont les aides que l'on peut prétendre en France? Il existe environ une quinzaine d'aides, on va dire. Bon, il y en a beaucoup, mais les plus connus, ça va être les APL, le RSA, les primes d'activité. Il existe d'autres aides, par exemple la garantie jeune, l'aide au permis de conduire, des garanties LOCAPAS, ou encore la garantie viscérale. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. Voici quelques réactions que vous nous avez laissées avec le hashtag FQEP et sur notre répondeur le 07 839 839 75. On a Hubert du côté de Perpignan. Non, nous ne sommes pas égaux. Nous n'avons pas le droit aux mêmes aides ni aux mêmes avantages. Mes enfants n'ont jamais été aidés car ils venaient pas d'un quartier prioritaire. Je suis loin d'être raciste, mais là, ça se retourne contre nous. Les Français, ouvrez les yeux. Myriam de Chalon, bien sûr que non, nous ne sommes pas égaux. Les femmes sont encore considérées comme inférieures aux hommes. Il suffit juste de voir les salaires. Et nous ouvrons cette deuxième partie sur l'égalité. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce principe? On va demander à Jean-Claude. L'égalité pour Amnesty International, c'est pas l'égalité en tant que telle, mais c'est l'égalité dans l'accès aux droits. C'est-à-dire que chacun puisse accéder aux mêmes droits de partout, sur tout le territoire, et quelle que soit sa religion, son orientation sexuelle, son origine, sa situation économique. Donc c'est ça qui est très important à rappeler. Et effectivement, si on regarde la situation en France, il y a quand même un problème au niveau de l'égalité du genre. C'est-à-dire les femmes sont pas tout à fait égales par rapport aux hommes, les homosexuels n'ont pas tout à fait les mêmes droits que les hétérosexuels, donc il faut être très vigilant là-dessus, même si encore une fois en France c'est pas la situation la pire. Par contre, une situation qui n'est pas inscrite dans la loi, mais une situation qui est déplorable en France, c'est les discriminations raciales. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on a ouvert un contentieux devant le Conseil d'État pour des pratiques de contrôle d'identité que nous appelons discriminatoires. On sait qu'aujourd'hui, un jeune garçon d'apparence arabe ou d'apparence noire a 20 fois plus de chances de se faire contrôler qu'un garçon du même âge qui a la peau blanche. Et donc, c'est ça, c'est cette discrimination systémique. Voilà. Par exemple, c'est-à-dire qu'un contrôle de police dans un quartier, on va le stigmatiser. Si on est français, blanc, etc., on a moins de chances de se faire contrôler. 20 fois moins de chances de se faire contrôler. Voilà. Clairement. On a un exemple emblématique, c'est une classe scolaire qui part en voyage scolaire et qui revient à la gare du Nord. Les gendarmes contrôlent l'identité des 3 élèves noirs de la classe et pas les autres élèves de la classe. Et donc ça a été en procès, ça fait jurisprudence, mais voilà, on a un vrai problème. On est loin de l'égalité, en effet. On a un vrai problème de discrimination raciale systémique au niveau des contrôles d'identité en France. Ça s'est amplifié ces dernières années? Ça s'est amplifié ces dernières années et c'est pour ça que nous avons ouvert. L'État refuse de reconnaître, dénie complètement ce phénomène et c'est pour ça que 6 associations, dont Amnesty, mais pas que, il y a 3 associations, Human Rights Watch, Open Society, qui sont des ONG internationales, et puis 3 associations de quartier de la région parisienne qui ensemble ont ouvert un contentieux, une action de groupe. C'est comme nous le permet la loi de 2016, une action de groupe devant le gouvernement pour que cessent ces discriminations systémiques. Christophe, c'est des affaires que vous avez au quotidien? Des affaires d'égalité? Pas tant que ça. Et même si ce sont des pratiques qui sont tout à fait condamnables et contestables, d'un point de vue juridique, elles ne remettent pas en cause la notion d'égalité. Parce que si on se place... C'est les pratiques, oui. Voilà, exactement. C'est pas la loi, ce sont les pratiques. Voilà, parce que quand on dit que ça porte atteinte à l'égalité,
C'est vrai, parce qu'en pratique, ceux qui vivent ce type de comportement, ils le ressentent de cette façon-là et ils ont raison. Mais il n'en demeure pas moins que juridiquement, ils ont strictement les mêmes droits que tous les autres. C'est pour ça qu'il faut effectivement avoir conscience du fait que juridiquement, et heureusement, on a tous les mêmes droits. Et c'est justement pour ça que ce type de pratique peut être condamnable et choquant. Et voilà. Oui, justement. Mais juridiquement, tout est fait dans nos institutions, dans nos lois, dans nos codes pour que l'égalité soit totale. C'est exactement la suite, effectivement, parce qu'il est dit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 6 précisément, que la loi doit être la même pour tous. Les personnes dans la même situation doivent être donc traitées de manière identique. Est-ce que c'est réellement le cas en France? Déjà, sur le papier, dans les codes civils, dans le code pénal, dans tout ce que vous voulez, c'est le cas. Mais dans la pratique, dans la vie quotidienne de tous les jours, la loi n'est pas suivie de la même façon pour tout le monde. Il y a vraiment beaucoup de boulot. Exactement. C'est pourquoi. Mais c'est un problème de comportement. C'est plus un problème juridique, c'est plus un problème d'institution ni d'organisation. Est-ce que c'est parce que c'est dans les mœurs? Je dirais que ça rentre dans les habitudes. Voilà. Il y a un manque de formation, il y a un manque de contrôle, il y a un manque de surveillance, il y a un manque de traçabilité. Si on prend l'exemple des contrôles d'identité, il y a un manque de formation, il y a des préjugés, il y a un manque de suivi, il y a un manque de contrôle et il y a un manque de traçabilité des contrôles d'identité. Si on mettait ça en place, nul doute que il y a quand même de plus en plus de sanctions contre ceux qui se laissent aller à ce type de comportement. Merci. Ce sont des comportements isolés, mais nous, ce qu'on vous prouver, c'est que c'est un comportement systémique. Alors, oui, voilà. C'est pas qu'un ressenti. C'est pas qu'un ressenti. Nous avons des preuves. L'État en a tout à fait conscience. C'est-à-dire, Martine Aubry, il y a de nombreuses années, avait déjà fait une étude où elle montrait très bien que par rapport à l'emploi, il y avait des distinctions sur la question. Alors, après, ça peut être naturel. J'ai discuté un jour avec un boulanger qui me dit à Sanary, mais moi, si je prends un migrant, plus personne ne vient dans ma boulangerie. Donc après, il y a des pratiques, c'est assez compliqué. Pour revenir au faciès, François Hollande, quand il est élu, promet de réglementer le contrôle d'identité des jeunes. Normalement, il y avait une histoire de récépissé. Il devait y avoir un contrôle d'identité, puis ensuite, on donnait aux jeunes un récépissé et ils ne pouvaient plus être contrôlés ultérieurement dans la journée. Il semblerait que les pratiques n'ont pas vraiment évolué. C'est surtout que les syndicats n'ont pas voulu. Et donc après, il faut voir qu'il y a une politisation des syndicats, de certains syndicats. Donc après, on rentre dans des enjeux politiques. Tout à l'heure, monsieur d'Amnesty International nous disait que certains candidats ont accepté de signer sa déclaration et d'autres non. Bien entendu que certains candidats, la question de la sécurité, quand j'entends la première des libertés, c'est la sécurité, moi ça me fait peur. Pour des personnes âgées, peut-être, pour des jeunes, la première des libertés, c'est pas celle-là. Et ça s'est bien vu aux dernières élections. Et là, c'est le problème. La question de la sécurité liée à la liberté, c'est le problème. Jean-Claude, dans le manifeste que nous avons parlé tout à l'heure, pouvez-vous nous dire plus sur les constats que vous avez faits, les propositions autour de la valeur égalité? Alors, d'abord sur les violences faites aux femmes, parce que là aussi c'est quelque chose d'intolérable. Il y a eu 113 femmes qui ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2021. Et en 2022, on est reparti sur les mêmes chiffres. Donc déjà, il faut qu'il y ait des moyens qui soient alloués pour sauver les femmes, que les femmes qui sont en danger soient secourues. Deuxièmement, que les procédures judiciaires fonctionnent à fond, c'est-à-dire qu'une personne qui est victime de violence, elle puisse porter plainte et qu'on lui dise pas fais une main courante, on verra, ça va s'arranger, etc., etc. Il faut que ça soit vraiment un dépôt de plainte, de façon à ce qu'on puisse cerner la problématique et apporter les remèdes qu'il faut. Concernant les contrôles d'identité discriminatoires, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas la peine d'y revenir dessus, mais nous avons une troisième plaie en France, c'est le traitement des migrants et des réfugiés. La situation qui est à Calais est intolérable. C'est indigne d'un pays comme la France.
Les personnes qui ne viennent pas par choix, ils viennent par obligation en France. Ce sont des gens qui fuient l'Érythrée. L'Érythrée, c'est la Corée du Nord de l'Afrique. Ils viennent d'Afghanistan. On sait ce qui s'est passé en Afghanistan au cours des 20 dernières années. On sait ce qui se passe en Afghanistan depuis le 15 août. Ou c'est des gens qui viennent du Soudan, ou c'est des gens qui viennent d'Éthiopie. Donc ces gens-là, ils ont droit à une protection internationale. Et aujourd'hui, à Calais, ils vivent dans la rue, ils vivent sous des tentes, dans les dunes, sous des tentes, et toutes les 48 heures, les tentes sont détruites, les camps informels sont détruits, parfois lacérés, parfois leurs affaires sont confisquées. C'est une situation qui est indigne de la France. Et je ne parle pas, parmi tous ces migrants, je ne parle pas des mineurs non accompagnés, puisque parmi tous ces migrants, il y a des personnes de moins de 18 ans, des mineurs non accompagnés, qui ne sont pas sous la responsabilité d'un adulte, et on n'arrive pas à les tracer, on n'arrive pas à les intégrer dans l'aide sociale à l'enfance, puisque la loi nous oblige, la Convention internationale des droits de l'enfant nous oblige oblige les gouvernements à apporter une protection spécifique aux mineurs du fait de leur minorité, de leur vulnérabilité, et ce n'est pas le cas à Calais, ce n'est pas le cas à Grand-Sainte, et ce n'est pas le cas dans les grandes villes, notamment à Paris, mais il y a bien plein d'autres villes où les mineurs isolés sont comme ça, sans encadrement. On est loin d'être exemplaire, effectivement, en France, mais pour le coup. Ce qui est sidérant, c'est que ces problèmes-là, on parlait de la loi, on parlait des cadres institutionnels, on parlait même parfois des moyens financiers. On a l'impression que, normalement, dans une démocratie comme la France, tout devrait fonctionner. Je dis bien, tout devrait fonctionner, sur conditionnel. Mais on parle de délit de faciès, on parle de délit, il y a aussi un autre problème qui est le logement. Si on s'appelle Mohamed ou si on s'appelle René, Albert, Théo, Léa ou Nadia, on n'a pas les mêmes chances d'accéder au logement. On n'a pas les mêmes chances d'accéder à l'emploi. On n'a pas les mêmes chances d'accéder à la culture. Bon. Ce qui me sidère dans ce pays, je le laboure dans tous les sens depuis des années, des reportages, des documentaires, des enquêtes, des investigations, etc. C'est que tout ça, on le sait. On le vérifie tous les jours. Ça fait des années il y a des qu'on en drames, parle. il y a des attaques, il y a des violences, il y a des gamins. À Toulon, moi j'ai travaillé sur les jeunes migrants à Toulon, il y a des migrants qui sont des jeunes, des mineurs, qui sont dans des situations mais apocalyptiques, etc. Donc on sait tout ça. Les préfets sont au courant, les hommes politiques sont au courant, les associations sont au courant, les financiers sont au courant. Et rien ne change. Et donc, comment c'est possible? Alors, comment on peut appliquer cette égalité? Et c'est là, alors, ça empire. Oui, non, ça empire. Oui, quand rien ne change, c'est que ça empire. Voilà, ça quand empire, rien ne change depuis 20 ans, évidemment que ça se dégrade et qu'on a des situations qui sont de plus en plus gravissimes, etc. On connaît les chiffres, on sait tout sur les violences féminines, on en sait aujourd'hui contre les femmes, on en sait 10 fois plus. Non, mais ça fait des années qu'on en parle. Mais voilà, de plus en plus. Mais de la même manière, qu'on sait, et c'est ça qui est sidérant. Et moi, c'est pas que j'ai pas envie de jeter la pierre contre X, Y ou Z, etc. Mais de la même manière qu'on sait que l'hôpital, depuis 10 ans, 15 ans, ne marche plus. Que l'éducation nationale, il y a des problèmes colossaux, et qu'on essaie de régler ces problèmes, mais qu'en fait, on n'a pas vraiment envie de les régler, parce que c'est tellement compliqué qu'on se dit, bon, on va faire une réforme, puis une deuxième réforme, etc. On sait que dans la police, il y a des problèmes énormes. On sait que dans la justice, il y a des problèmes énormes. C'est toujours les mêmes histoires. Sur les chiffres, sur les données, sur le manque de moyens. Les flics n'ont pas assez de bagnoles, les flics ne sont pas assez armés, les profs n'ont pas assez de moyens, etc. Les hôpitaux sont débordés, les heures supplémentaires. On sait tout ça. Et donc, on en arrive là, et on parlait d'élections tout à l'heure, et on se dit, mais qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, on va s'occuper des jeunes migrants, on va faire en sorte de protéger les femmes beaucoup plus qu'on les protège. On va régler le problème financier. Putain, c'est pas compliqué. Parce que moi, c'est vulgaire. Moi, j'ai travaillé dans des grosses sociétés de production. Il y avait une nana à côté de moi qui faisait exactement le même boulot que moi et elle gagnait 300 € de moins que moi. On allait venir. On a eu beaucoup de réactions sur les différences égalité hommes-femmes-salaires. J'ai dit, qui était un copain, voilà, Thierry. J'ai dit, mais pourquoi cette femme qui fait exactement le même boulot que moi, qui a à peu près le même âge que moi, pourquoi elle gagne 300 € de moins? Chez les profs, c'est pareil. Et chez les profs, c'est exact. C'est dans général, tous les métiers, dans tous les métiers. Et donc, on se dit, voilà, tous les constats sont faits. On sait tout sur tout aujourd'hui. Il y a des rapports sur tout. Tout le monde sait tout. Si c'est pas dans la presse, c'est dans les réseaux sociaux. C'est pas les réseaux pourquoi sociaux. ça bouge pas? Écoute, je vais te répondre. Alors, j'ai plein de réponses et en même temps, j'ai pas de réponse. Alors, on a un philosophe français qui a travaillé sur déconstruction, reconstruction. Et des fois, je me pose la question si l'objectif du gouvernement n'est pas de déconstruire.
Moi, je crois pas à ça. Moi, on prend dans l'éducation nationale, moi je commence, et là on prend aux dernières élections, il s'est quand même passé quelque chose de fondamental à vérifier par rapport aux chiffres, mais je crois que c'est le cas. En 2017, les enseignants avaient voté. Ils ne vont plus voter. Ils ne vont plus voter parce qu'ils n'y croient plus. Ouais, non, mais... Ils n'y croient plus parce qu'ils ne le comprennent plus. Je donne un exemple. On a eu des épreuves. Les épreuves sont toutes à la fin. Les élèves commencent à accuser l'administration. Je dis, mais oui, mais les programmes sont infaisables. Donc, comme les programmes sont infaisables, on a repoussé les événements pour essayer de finir le programme. Et après, on descend dans les classements des écoles mais à une époque, PISA, mais à une époque, on allégeait les programmes. C'est-à-dire qu'à un moment, on se disait, le programme, il est trop chargé. On allégeait. Maintenant, non. On doit être toujours les meilleurs. Et les programmes en maths, c'est pareil. C'est-à-dire que si on regarde les programmes en maths, on est les meilleurs du monde. Et pourtant, on a complètement chuté. Jean-Claude veut rebondir. Oui, je crois que de 1948, disons, à 2001, les droits de l'homme étaient une utopie. Ils n'étaient pas respectés loin de là. Ils étaient violés un petit peu de partout dans le monde, mais c'était quand même une utopie, quelque chose à atteindre. Et puis, c'est passé en septembre 2001, les attentats de New York. Et là, c'est l'effondrement complet de la valeur des droits de l'homme. La sécurité, la lutte contre le terrorisme, l'économie a privilégié, est passé devant. C'est arrivé au premier plan. Arrive au premier plan. Et les droits de l'homme, finalement, on en parle qu'après. Et c'est l'arrivée des Trump, des Poutine, des Erdogan, voilà, tous des gens qui mettent les droits de l'homme finalement dans un panier et qui, sous prétexte de la lutte anti-terrorisme, justifient toutes les atteintes aux droits humains, au phénomène d'égalité. Et en France, c'est un petit peu pareil aussi. En France, tout le monde dit, ah oui, ces pauvres migrants, ces femmes qui sont abattues, etc., etc. Mais n'empêche que ce qui compte avant tout, c'est le pouvoir d'achat. Ce qui compte, c'est la sécurité de l'emploi. C'est les droits des personnes viennent après les problèmes concrets. Pour continuer, parce que c'était un sujet qui... Juste une intervention. C'est fondamental ce qui se passe en 2001. Aujourd'hui, on insiste en permanence sur un concept qui se développe au moment de la Révolution française, qui est la notion de salut public. Pour le salut public, on doit sacrifier les libertés individuelles. C'est un concept qui commence à se développer à ce moment-là et on est en plein dedans aujourd'hui. Vous connaissez peut-être Monsieur Henri Leclerc. Monsieur Henri Leclerc avait fait un article en expliquant que, à la base, c'est une déclaration des droits de l'homme à laquelle on rajoute bien ultérieurement, des gouvernements conservateurs rajoutent les devoirs envers le collectif. Je parlais tout à l'heure des libertariens. La grosse différence entre les États-Unis et nous, c'est ce rapport au collectif. Or, il y avait un certain équilibre. Aujourd'hui, il est très clair, et vous avez eu, je crois, une émission sur les antivax. On est là-dedans. C'est-à-dire, une partie de la population n'accepte pas de se sacrifier pour le collectif, surtout si le collectif ne lui rend pas. On était totalement effectivement dans ce point-là, sur le point de vue des gens qui étaient plutôt anti-vax. Pour revenir aux égalités, inégalités, il y a un sujet qui a énormément fait réagir sur notre hashtag FQEP, c'est les inégalités hommes-femmes. Aujourd'hui, on en a vite fait parler tout à l'heure avec Claude, la femme touche environ 15% de moins que les hommes à temps de travail équivalent. En théorie, une femme qui fait le même travail qu'un homme devrait être payée de la même manière. Et pourtant, il existe encore des différences de rémunération. Plus le salaire est grand, plus l'écart est important. Comment ça se fait, elle demande, Cindy, que c'est possible que les employeurs n'aient pas de sanctions d'un point de vue juridique? Ceux qui ne respectent pas le principe d'égalité, alors qu'ils ont finalement l'obligation de l'appliquer, Christophe. Alors, de toute façon, il y a des obligations qui pèsent sur les employeurs, qui sont notamment celles du contrat de travail et celles des conventions collectives. Mais le salarié signe le contrat de travail qu'il veut, donc ça veut dire qu'à une femme, on lui propose un contrat de travail avec un salaire plus bas, elle va signer. Exactement. Donc, en fait, quand un employeur et un salarié fixent d'un commun accord leur salaire, ils le font sur la base de différents indices, la formation, l'emploi qui va être dans le privé, c'est vraiment aussi à la tête du client, donc c'est en fonction de la négociation. Exactement. Dans la mesure où c'est un petit peu à la tête du client, en fonction de la formation du salarié, en fonction de l'emploi qu'on veut lui faire occuper, en fonction de tous ces éléments-là, il n'y a pas de distinction qui est opérée entre le fait qu'il soit homme ou femme. On fixe un salaire avec un salarié. Alors, je ne parle pas du SMIC et de tous les droits qui sont attachés au contrat de travail, qui, eux, sont de toute façon prédéterminés par le contrat de travail et les conventions collectives.
Mais la fixation du salaire, elle est un peu faite d'un commun accord. Ça reste contractuel. Un contrat de travail, c'est contractuel. Donc il n'y a rien qui oblige les employeurs à aligner à poste équivalent et à expérience équivalente, en tout cas dans le privé. Alors, non, c'est compliqué parce que s'ils veulent avoir Monsieur Tartampion ou Madame Tartampion, et ça marche dans les deux sens, ils peuvent très bien embaucher une femme en décidant de la payer beaucoup plus cher que n'importe quelle autre personne. C'est à partir du moment où il y a une véritable discrimination, où le choix est fait manifestement en fonction du sexe, en fonction de l'appartenance à une religion. Il faut pouvoir le prouver quand même, ça. Voilà, il faut pouvoir le prouver. Mais c'est un peu compliqué. On reste d'abord sur la base contractuelle. Et la base contractuelle, c'est l'échange des consentements, c'est la négociation. Il peut y avoir une négociation différente. Alors, est-ce que les femmes savent moins bien négocier que les hommes ? C'est une question ouverte. C'est pas. Non. C'est pas forcément ça. C'est leur que malheureusement carrière interrompue à cause des enfants. Voilà, il peut y avoir aussi cette possibilité-là. Et puis voilà. Et puis c'est parce que les mentalités ont peine à changer, mais on constate que quand même ça change. Le simple fait qu'on en parle, et on en parle de plus en plus. On en parle de plus en plus. Voilà, ça change. C'est déjà le premier pas vers le changement. Ça avance. Qu'on en parle. Oui, ça avance. C'est pour donner quelques anecdotes. Je vais remonter un peu loin, mais d'un point de vue purement juridique, par rapport aux droits qui étaient ceux de la femme avant, mais c'est des vieux trucs que je vais vous dire. Mais par exemple, ce qu'on appelle l'autorité parentale, tout le monde sait ce que c'est. Il y a pas très longtemps encore, ça s'appelait la puissance paternelle. Ça s'appelait la puissance paternelle. Avant 1965, je remonte un peu, mais c'est pas si loin quand même. Avant 1965, la femme mariée... Oui, ça s'appelait comme ça, la puissance paternelle, l'autorité parentale. Je crois qu'on ne peut plus employer le terme gérer bien un bon père de famille. Oui, mais c'est ça. On peut le faire, mais en fait, et le législateur a changé beaucoup de choses comme ça aussi. Avant 1965, la femme mariée était considérée comme un mineur, en quelque sorte. Il fallait qu'elle demande l'autorisation de son mari pour travailler. Avant 1965. Oui, c'est pas si vieux. Et le compte en banque. Voilà. Le compte en banque, c'est pareil. C'est la même loi en 1965. Il fallait qu'elle demande l'autorisation. On n'est pas encore à l'égalité. Il y a eu des avancées, mais franchement, sur les féminicides, il n'y a pas d'avancée. Non, il faut... Oui. Je suis pas... Il y en a toujours, malheureusement, autant, mais la réaction des autorités de police, des autorités judiciaires, elle est certaine. Moi, là, je peux en témoigner, et je peux vous assurer que c'est pas bon. C'est pas bon actuellement de commettre le délit de violence envers son conjoint. Parce que les peines s'alourdissent. Non seulement les peines s'alourdissent, mais il y a des protocoles qui ont été mis en place, même au niveau des... Pourquoi le nombre de victimes ne baisse pas alors ? Oui, c'est ça. Mais ça va finir par comptabiliser. Je pense que c'est voilà. ça. Tout bêtement, il y avait déjà beaucoup qui aujourd'hui, ne portaient pas plainte. Il y a des formations au niveau de la police. La police. Oui, je vous assure que c'est pas laissé au hasard. Je pense qu'il y a une culture déjà de la police on va hurler, mais peut-être un peu machiste, et donc on peut pas dire ça. Alors il y a des femmes, etc. Non, je vous assure. Pendant longtemps, les femmes avaient du mal à aller voir. C'est pas le cas. Non, je parle pas du juridique. Je parle. Je vous assure. Même les questions qui sont posées aux femmes. La femme qui allait à la police, souvent on lui demandait, vous êtes sûr ? Mais ça peut exister encore. Voilà. Ça évolue encore. Il y a un effort dans la... Là, je vais aller dans le sens de l'État. Je pense qu'il y a un effort dans la formation, que ça évolue lentement, que les femmes savent, et que petit à petit, elles vont là où avant, elles n'auraient pas été. Donc, je pense que pendant des années, il y a des femmes qui se faisaient, entre guillemets, tabasser, et elles ne disaient rien. Et c'était dans l'ordre des choses. Et aujourd'hui, petit à petit, les chiffres n'ont pas l'air de baisser d'après Amnesty International. Mais ils augmentent à cause de ça. C'est-à-dire que les gens, les femmes, se signalent. Alors que je pense qu'antérieurement, elle ne se signalait pas. C'était pas connu. D'accord. En termes de mort, en termes de femmes mortes, décédées, tuées, c'est une femme tous les 3 jours. Et ce chiffre ne baisse pas. Avant, est-ce qu'on avait des statistiques qui distinguaient les hommes et les femmes ? Oui. Alors, quelque chose de positif dans le monde que je connais bien, quand je suis entré à France Télé en 98-99, il y avait environ un tiers de journalistes. On trouvait beaucoup de femmes dans les services, marketing, DRH, tout ce qui était audimat, etc. 10 ans plus tard, et aujourd'hui, il y a
une majorité de femmes. Je parle de l'audiovisuel public. D'ailleurs, quand vous regardez c'est vrai, clairement, on voit beaucoup plus de femmes sur les fronts de guerre. Vous trouvez toujours des reporters femmes qui font un travail absolument extraordinaire, etc. Donc, il y a eu une grande avancée au niveau médiatique, y compris même parfois quand c'est moins visible dans la présentation des JT, dans les émissions, magazines, etc. Bon, et au niveau des salaires, vous avez des grilles, des conventions collectives, vous avez des grilles indiciaires, et si vous vous appelez Emma ou Claude, si vous démarrez à lundi 100, on ne fera pas une distinction entre l'homme et la femme, etc. De ce côté-là, ça va très bien. Ça va beaucoup mieux qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Là, ça va. À l'inverse, pour répondre à votre question sur... Alors, c'est pas directement lié, Dieu merci, au féminicide. Mais quand vous regardez, par exemple, les émissions de télé-réalité qui sont diffusées tous les jours, qui sont suivies par environ entre 700 000 et 1 million de personnes. Alors, c'est les anges de la télé-réalité, c'est les Marseillais à Miami, Marseillais à Dubaï, etc. Il y en a plein qui sont suivis par des centaines de milliers de jeunes entre 12 ans et 20 ans. Quand vous voyez comment c'est scénarisé, comment c'est mis en scène, comment c'est joué et comment le rôle qui est dévolu aux femmes, qui souvent d'ailleurs l'acceptent parce qu'elles jouent un rôle et qu'elles sont payées pour ce jouer. Alors, on traite les femmes comme des chiennes. Donc ça entretient un cliché. Je m'excuse, mais c'est le terme, comme des salopes. Tu as des gros seins, tu as un gros cul, voilà, tu es belle, tu es bonne, machin, et c'est comme ça. Donc les gamins, 15 ans, ils voient ça, ils rient, ils en plaisantent, mais ils pensent d'une certaine manière que c'est une réalité. J'ai fait un documentaire sur la prostitution et les mineurs français, pas nigérians, pas albanais, pas lituaniens, etc. Si vous saviez le nombre de jeunes filles, et je parle de tout milieu, y compris d'ailleurs de milieux favorisés, qui étaient profondément marquées par ce qu'elles voyaient sur les réseaux sociaux, ce qu'elles lisaient, ce qu'elles voyaient dans les émissions de télé, et qui se disaient, mais après tout, une nana, si elle a envie de se faire du fric en se prostituant, si elle a envie de gagner son argent, si elle a envie d'être indépendante, si elle a envie, puisque je le vois, puisqu'on traite les femmes comme ça, ça c'est naturel. Et donc le nombre de parents qui me disaient, si on avait su, on n'aurait pas filé le téléphone portable aux gamins à 10 ans, on n'aurait pas laissé accéder nos gamins à 12 ans à tous les réseaux sociaux, tous les gamins qui ont accès à la pornographie à partir de 11 ans. Il y a une loi qu'ils essayent d'établir pour faire en sorte de casser certains sites de pornographie, etc. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que ce sont des sociétés qui sont basées dans les paradis fiscaux à l'étranger, etc. Donc, on peut faire un travail avec la justice, avec la politique, avec les policiers, avec les citoyens, avec les élèves. On peut faire un travail remarquable et en même temps, ce travail, il est miné par des choses qui s'introduisent dans la tête des gamins en disant « Mais si je vois une nana avec des gros seins à moitié à poil, avec un mec qui l'insulte, qui la traite comme n'importe quoi. » Franchement, parfois, je regarde des émissions parce que je me dis « C'est pas possible, c'est un cauchemar. » Regardez-les. Il faut les regarder 10 minutes. Hein. C'est terrible. C'est terrible. Je vais aller plus loin que vous. On n'est rien. L'école n'est rien. C'est-à-dire que c'est à l'école, qu'est-ce que font nos élèves en classe ? Pendant qu'on fait cours, ils ont le téléphone. Et qu'est-ce qu'ils font sur le téléphone ? Ils regardent ça, les influenceuses, etc. Leur rêve, et souvent je leur dis en rigolant, vous savez, à Dubaï, il fait chaud. Leur rêve, c'est Dubaï, tant de followers, etc. Là, il y a Parcoursup. Ça, c'est une fausse image. Alors, mais c'est l'image qui circule. Donc, que c'est le désert ou... Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça entretient. Mais bien sûr, complètement. C'est-à-dire que nous ne sommes rien. Et eux, le bain culturel, c'est-à-dire que l'école aujourd'hui, on peut faire la guerre au portable, on a perdu. L'école est un lieu comme un autre d'échange. Bon, la dernière fois, j'ai un élève qui était autiste, je suis autiste. Dans la classe, il y a du bruit, etc. Ils s'étaient tous transmis et ils se moquaient de l'élève. Donc en gros, toute la classe faisait autre chose et ils partageaient l'information. Et puis je les vois. Donc au mieux, entre guillemets, c'est des jeux un peu bébêtes, ils tapent. Mais les influenceurs, etc., bien sûr que c'est leur vie. Une fois, j'ai fait pleurer une élève. Je me suis moqué de Cyril Hanouna. L'élève pleurait. Elle me dit, mais monsieur... Je l'avais traumatisé. Donc tout ça, ça entretient cette différence mais aussi, ces en inégalités. Gros, il y a une masse, pour revenir à ce que il y a une masse médias qui passe dans tous les réseaux et on est impuissant. Mais je vous entendais, je suis tout à fait d'accord sur votre analyse. Donc mais après, je ne vois pas la solution. Machin, qui du coup peut-être entretiennent. Je vais vous donner un exemple qui voit comment la société, une certaine société médiatique, est totalement dévoyé. Ça m'a fait péter les plombs. J'en ai fait un tout petit papier dans
dans Charlie pour expliquer ce qui s'était passé. Vous avez Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. 19h, il était avec un de ses chroniqueurs, qui est gay, et qui raconte, excusez-moi, ces histoires de cul, dans une boîte branchée à Mykonos. Et ça part en vrille avec des expressions, mais d'une vulgarité absolue. C'est-à-dire que Cyril Hanouna dit à son chroniqueur, mais si t'es allé dans cette boîte, c'est pour bouffer du cul. Et l'autre qui lui dit, bah oui, je me suis régalé, j'ai bouffé du cul, etc. Il est 19h15. Vous savez que vous avez 2 millions de personnes qui regardent, etc., ou 19h30, ou 20h10, etc. Le contre-pouvoir du CSA. Et ça, nul. Et là, ça continue avec une vulgarité affligeante. Et vous allez voir où je vais en venir. Tout le monde rigole, tout le monde se fend la poire, c'est d'une grossièreté absolue. Les femmes, les mecs, les gays sont considérés comme des moins que rien, etc. Mais ça rigole, ça balance. Bon. 2 heures plus tard, Cyril Hanouna, le même jour, change de tenue, c'est le cas de le dire, vestimentaire. Et qu'est-ce qu'il fait ? Son émission qui s'appelle Face à Baba. Et ce soir-là, pendant 3h30, il fait une émission politique, il interroge Marine Le Pen. C'est-à-dire que le clown, le vulgaire, l'imbécile, celui qu'on aurait considéré comme le fou du roi, devient d'un coup le premier intervieweur de France dans une émission qu'il considère comme une émission politique. Alors, soit là, c'était Marine Le Pen, et pendant 3h30, c'est le chant des sirènes à Marine Le Pen, etc. Et ça se termine par une scène absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il balance une chanson à Marine Le Pen qui lui plaît beaucoup, qui s'appelait La balade des gens heureux de Gérard Lenormand. Il commence à lui faire des clins d'œil. Marine Le Pen lui sourit, il s'envoie des regards un peu amoureux. Et Cyril Hanouna regarde Marine Le Pen, il lui dit, si ça continue comme ça, je vais te choper, Marine. Et donc, vous dites que dans la société dans laquelle on est, ce type qui devrait être un vulgaire animateur, un amuseur public, devient le premier intervieweur de France. Soit là, l'émission a fait 4 millions de téléspectateurs, l'émission politique. Donc, tout est égal à tout. On banalise la vulgarité, on banalise l'image la pire des femmes, etc. Alors, je ne dis pas que ça conduit au féminicide. Je ne veux pas faire un parallèle. Ça pourrait, clairement. Mais on est dans une société où on vulgarise la femme. On la met. Voilà. Et demander à des gamins, si tu peux demander à des gamins, moi j'avais fait une enquête pour Charlie sur la pornographie, sur le rapport avec la prostitution. Le nombre de gamins qui, à partir de 11-12 ans, ont accès à la pornographie. 11 ans, 12 ans. Et tu te dis, mais enfin, c'est pas possible. Il n'y a plus de normes, il n'y a plus de priorité. Non, et donc les gamines, moi j'ai interrogé, je vous jure, excusez-moi encore une fois, c'est dans le cadre de mon documentaire pour France 5, donc c'était sérieux. Et une gamine qui me dit, mais moi j'ai 14 ans, la fellation, la sodomie, les partenaires multiples, c'était normal. Je dis, mais pourquoi c'est normal ? Mais parce que je l'ai vu sur telle émission, parce qu'on en a parlé sur les réseaux sociaux. 14 ans. 14 ans. Alors, je ne sais pas ce qu'elles vont devenir, s'il va y avoir une résilience. Je suis allé voir Boris Cyrulnik, dit est-ce qu'elles pourront, ces gamines, s'en sortir, etc. Mais on en arrive à des sociétés où tout est égal à tout, où on sème des graines dans la tête des gamins, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir après. Alors, on va continuer le débat parce que sinon on n'aura pas le temps de passer à la dernière partie. On avait une grosse partie sur les aides qu'on va être obligé de malheureusement oublier. On avait quand même une question très intéressante qui était est-ce que les aides sociales sont-elles là pour que tout le monde soit égal ou équitable ? Christophe ? C'est difficile de répondre à cette question puisque d'abord le principe des aides c'est, comme leur nom l'indique, de venir en aide. Donc déjà, le simple objectif de ces aides, que ce soit les aides économiques, financières... Et le fait du coup qu'elles ne s'appliquent pas à tout le monde. Voilà. Donc est-ce qu'on a un principe d'égalité, mais après, elles ne s'appliquent pas à tout le monde, mais elles s'appliquent à tous ceux qui remplissent les conditions. Donc en fait, la notion d'égalité, là, elle s'apprécie d'une façon un peu différente. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inégalité à partir du moment où tous ceux qui remplissent les conditions y ont droit. Voilà. Et il y aurait une rupture de l'égalité si, à condition égale, le droit ne serait pas égal. Okay. C'est pour ça que la notion d'égalité, elle n'est pas universelle, elle n'est pas absolue. Il ne peut y avoir d'égalité qu'à condition que les différentes obligations soient respectées par tous, en fait. Voilà. Très bon résumé de cette partie, je pense. Très bien, parce qu'il nous reste plus énormément de temps. On a encore la valeur fraternité à évoquer. On revient dans quelques secondes. Avis, partage, interaction, photos, vidéos, toujours plus proche de votre émission Faut qu'on en parle sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Faut qu'on en parle, 3e partie.
La France est connue pour être un pays fraternel. Où en est-on aujourd'hui dans l'acceptation des autres ? Est-on vraiment un pays solidaire ? Nous allons entamer la dernière partie de notre émission afin de répondre aux questions que vous nous avez posées sur le hashtag FQEP. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, la France est-elle un pays fraternel d'accueil ? En 2020, la population étrangère vivant en France s'élève à 5,1 millions de personnes, ce qui représente 7,6% de la population française selon l'INSEE. Un étranger, c'est une personne qui réside en France et qui ne possède pas la nationalité française. Et encore plus récent, as-tu quelques chiffres sur les réfugiés ukrainiens ? Oui, à fin avril 2022, c'est près de 70 000 réfugiés ukrainiens qui ont été accueillis sur le sol français. La majorité des arrivées en France s'effectuent quand même dans la région Alpes-Maritimes, la région Grand Est, la région Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Hubert de Chambord. Avec la crise de la guerre ukrainienne, nous devons montrer notre valeur de fraternité française. Être fraternel, c'est accueillir son prochain pour ne pas le laisser tomber. Bravo aux valeurs françaises. La France, c'est ça. C'est ouvrir la porte aux gens et ne pas se cloisonner entre les Français de souche. C'est ça la France, c'est celle que j'aime. Liliane de Brest, j'habite au bout de la France, loin de pays étrangers, pourtant je veux rester entre nous. Je ne vois aucun sens dans la valeur de fraternité envers les étrangers. Fraternité, c'est entre nous, les Français. On va pas se demander pour qui elle vote, elle. Ah bah là, on a volontairement sélectionné deux réactions sur notre répondeur très opposées. Voilà, clairement, pour donner le ton. Du coup, fraternité, c'est une notion qui est absente de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, celle de fraternité. Elle apparaît dans les textes français en 1848, puis dans les constitutions françaises en 1946 et 1958. Qu'est-ce que la fraternité, Claude ? Écoute, c'est accueillir des réfugiés ukrainiens ? Non, mais c'est terrible ces questions parce qu'en fait, moi, je suis né avec ces valeurs liberté, égalité, fraternité. J'ai toujours ça te combattu. Paraît une évidence pure. Ça me paraît une évidence. Et quand on me pose la question et qu'on me dit mais c'est quoi la fraternité ? Mais il y a des gens qui se posent ces questions-là. Ouais, je reste bouche bée parce qu'à la limite, je sais même pas parce que ça me paraît tellement évident que je me dis mais voilà. Des gens ne savent pas ce qu'est la fraternité. Non, mais pour être très actuel, par exemple. Bon, là, moi, je suis en train d'enquêter dans les Hautes-Alpes. Là, on ne parle pas de Calais. C'est quelqu'un qui s'occupe de migrants, qui est prof, etc., et qui me dit, voilà, moi, je reçois des migrants qui sont soudanais, qui sont afghans, qui sont iraniens, ce sont des familles. Alors, ils ont des boulots, ils sont informaticiens, ils sont médecins, des généticiens, c'est des gens, etc. Ils ont les pires difficultés, me dit cet ami, ils ont des pires difficultés à pouvoir rester dans ce pays. Parce qu'il y a toujours une bonne raison de dire « mais vous n'avez pas le bon papier, vous n'avez pas fait rempli le formulaire administratif comme il fallait, etc. » quoi. Et donc, elle me dit « mais voilà, en pleine guerre de l'Ukraine, elle me dit formidable d'accueillir les Ukrainiens, mais pourquoi mes Afghans, pourquoi mes Syriens, pourquoi mes Soudanais qui sont implantés, qui ont des enfants ?» Bon, et elle me donne l'exemple d'un couple dont les enfants vont pouvoir rester en France, mais où les parents risquent d'être expulsés. Bon, ça m'est apparu complètement dingue. Voilà. Alors, la fraternité, pour répondre à votre question, la fraternité, mais sans tomber dans la naïveté la plus stupide, c'est de dire d'être fraternel avec ton prochain, c'est pas être catho que de dire ça, c'est de l'accueillir. Bon, il y a eu un chiffre terrible qui a été donné aujourd'hui. Je ne sais plus qui a publié ce chiffre, c'est pas Amnesty International. Donc clairement, il semblerait que sur 30 000 migrants, 30 000 ou 3 000 30 000 migrants sont morts. 3 000 par an 3 000 meurent en Méditerranée. Meurent en Méditerranée. Bon, voilà. Donc, ce qui fait 26 000 depuis. Et on en parle, on en parle régulièrement. On en parle. Et j'ai appris que les autorités qui étaient chargées de repousser les migrants, quand ils rentrent en Grèce, une fois qu'ils sont en Europe, on ne peut plus les faire repartir. Donc, les flics qui sont chargés, ou les gendarmes, je ne sais pas, font comme s'ils venaient de les prendre dans les eaux turques plutôt que dans les eaux grecques. Et il a été viré. Et donc, il a été viré, tant mieux. Voilà, la fraternité, pour moi, c'est ça, c'est banal pour parler d'un sujet qui est très actuel. On est en plein dedans, là, clairement. Alors, Jean-Claude. Oui, alors, effectivement, il y a 25 000 personnes qui sont mortes en Méditerranée. C'est la route migratoire la plus dangereuse au monde. Pourquoi ? Parce que l'Europe s'est constituée en forteresse et l'agence dont vous faites allusion, à laquelle vous faites allusion, c'est Frontex. Frontex qui est chargé effectivement de surveiller les frontières, plus que de surveiller les gens et plus que de sauver les gens en mer. Alors, ce qui se passe aujourd'hui avec l'Ukraine, parce que c'est
sujet qui va être abordé, c'est que l'Union européenne, dès le 8e jour de l'invasion, a activé une directive européenne sur la protection temporaire. Ce qui veut dire, c'est qu'en cas de flux important de personnes qui fuient une situation de crise, les Ukrainiens en l'occurrence, ils peuvent trouver une protection dans les pays de l'Union européenne sans qu'ils passent un examen individuel comme le statut de réfugié l'exige. Donc c'est ce qu'on appelle la protection temporaire. Et c'est une bonne chose. Ça sauve des gens, c'est une bonne chose. Nous, ce qu'on regrette, c'est que nous l'avions demandé l'activation de cette directive européenne qui existe depuis 2003 et qui n'avait jamais été activée. Nous l'avions demandé pour les Irakiens, pour les Libyens, pour les Syriens et pour les Afghans. Et c'est seulement pour les Ukrainiens qu'elle est activée. Donc quelque part, tant mieux. Oui. Mais quelque part, il y a quand même 2 poids 2 mesures. Oui, Eric. Vous savez, il y a eu un débat à un moment sur 2 termes. J'ai jamais réussi à les distinguer. Le terme solidarité et puis un autre terme qui s'appelle assistanat. Oui. C'est la même chose. Ça dépend. Je sais pas. Non, c'est assister son prochain, être solidaire. Ah oui, dans ce sens-là. Il y en a un qui est péjoratif et l'autre qui est péjoratif. Tout à fait. Voilà, et il y en a un qui est utilisé d'une certaine façon en disant nous ne voulons pas être solidaires. Et c'est très bien d'être pas solidaire parce que on assiste, on les encourage en gros à être pauvres. Donc on parle de solidarité en France. Le terme d'assistanat, c'est quelque chose qui est très partagé. Tout à l'heure, on nous disait il y a des gens qui n'ont pas signé une certaine pétition. Je pense que c'est les mêmes gens qui utilisent ce terme d'assistanat. Après, plus largement sur la solidarité, c'est ce qui s'est passé avec les migrants en Méditerranée va arriver avec les Ukrainiens. C'est-à-dire qu'en Pologne, on a 2 millions de migrants. Nous, on en a 70 000. 70 000. À un moment, peut-être qu'il va falloir, les Polonais vont commencer à me dire, mais il va falloir peut-être nous aider, peut-être même partager. Je vous rappelle qu'en Italie, on a eu une crise extrêmement grave parce qu'on n'a pas voulu être solidaire avec les Italiens, qu'on a eu une crise politique entre le gouvernement français et le gouvernement italien à la frontière italienne, là où vous êtes, où il y a eu la police française qui s'est fait ramener à la frontière. Enfin, ça a été très tendu. Pour un pays fraternel comme la France, c'est étrange parce qu'il y a quand même beaucoup de pays dans le monde où c'est simple d'aller voir son prochain. Et on ne voulait pas des migrants. Et qu'est-ce qu'on a dit aux Italiens ? Des merdes, débrouillez-vous. Et les élections d'après, vous savez ce qui s'est passé ? Dans beaucoup de pays, c'est facile d'aider son prochain. Je crois que c'est monsieur le ministre de l'Intérieur là qui est devenu Premier ministre. Comment il s'appelle la Ligue du Nord. Ah oui. Salvini, tout à fait. Donc clairement, ce que je dis, c'est que dans beaucoup de pays dans le monde, c'est simple quand même d'aller voir son prochain. Les portes s'ouvrent souvent en grand pour l'aider, son prochain, sans rien attendre en retour dans beaucoup de pays. En France, on peut pas dire que ce soit vraiment ça. On est censé être un pays quand même fraternel. C'est plutôt un peu le chacun pour soi ici. Alors, il faut pas, je sais pas, moi je dirais pas ça quand même, parce que quand on voyage un peu partout dans le monde, on a des démocraties qui fonctionnent très bien d'un point de vue social, parfois même un pays d'une façon politique, les pays nordiques. Par exemple, les Danois, ils sont exemplaires sur plein de choses, mais sur l'immigration, ils sont extrêmement limites. Les Danois veulent renvoyer des Afghans en Afghanistan sous prétexte qu'il n'y a plus de guerre en Afghanistan, quoi. Donc, moi, je serais assez partagé parce qu'il y a quand même dans ce pays des valeurs, des associations, des gens qui bossent, des profs, des éducateurs, y compris des politiques qui se battent, qui font changer les choses, etc. Donc, puis il y a une vieille tradition quand même qui remonte à la Révolution française. Moi, je suis plutôt optimiste. Mais à l'inverse, c'est vrai que Oui, mais je suis optimiste. La situation actuelle. Oui, mais vous avez le cas des Ukrainiens, mais le cas des Ukrainiens est un cas très particulier. Oui. Non, mais je parle pas de ça. Non, mais si tu veux, comment t'expliquer ? Si on parle de fraternité, de liberté, et qu'on dit tout ce qu'on dit tout à l'heure, on est extrêmement critique, on se jette à l'eau, on est désespéré. Et si on se dit pas, si on voit pas un peu le côté positif, tu vois, dans la société française, moi j'essaye, tu vois, par exemple, ce gars qui est à la frontière italienne, dans les Alpes-Maritimes, s'est battu pour les migrants et qui a eu raison contre la justice à 2 reprises, etc., c'est plutôt encourageant. Ça veut dire que les règles de la justice fonctionnent, tu vois. Mes copains qui se battent pour les migrants du côté de Gap, je sais qu'ils vont finalement obtenir satisfaction, mais c'est très dur, c'est long, c'est compliqué. Il y en a plein de... Moi, je travaille avec des éducateurs de rue qui travaillent avec les jeunes migrants, les mineurs isolés. Ils font un travail absolument incroyable. Mais c'est difficile. Je me dis, mais comment vous faites ? Et finalement, j'ai travaillé avec un centre de prévention qui s'occupe des gamines
qui sont des fugueuses à répétition. Ils font un travail, mais extraordinaire, tu vois. Bon, y compris, j'ai fait un reportage sur les jeunes fugueurs avec la brigade des mineurs de Marseille, qui est une ville qui est dure, qui est violente, où il y a un nombre incalculable de fugueurs, etc. Je suis tombé, sincèrement, alors qu'on peut avoir une opinion parfois négative de la police, mais la brigade des mineurs de Marseille, je suis tombé sur des flics extraordinaires, qui faisaient un boulot pour les gamins, et sans jamais tenir compte de l'endroit d'où ils venaient, s'ils étaient afghans, s'ils étaient iraniens, s'ils étaient algériens, maliens, s'ils venaient des Hauts-de-France ou de Paris, etc. Ils faisaient un travail absolument remarquable. Je suis sorti de la brigade des mineurs en me disant, putain, le boulot qu'ils font, les nanas en particulier, les femmes flics, elles faisaient un boulot, mais incroyable. Donc j'essaye de voir, en tant que journaliste et en tant que citoyen, l'aspect positif des choses. Mais après, j'ai commencé mon propos comme ça. Quand tu vois que tu as 3000 migrants qui meurent tous les ans dans la Méditerranée, c'est vrai que ça donne des sueurs froides. Ou une femme enceinte qui meurt au col de... Voilà, oui. De Briançon. Claude, dans votre livre, il me semble que vous parliez d'affaires, d'événements qui ont conduit peu à peu à diviser le pays en termes de fraternité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors si on termine là-dessus, on va se mettre sur la gueule. Non, il nous reste 10 minutes. Ouais, on va se mettre sur la gueule. Moi, je parle toujours cash, mais ce qui a divisé, qui continue d'ailleurs de diviser, à commencer par la gauche, c'est les problèmes qui sont liés au voile. Voilà, en 1989, il y a 3 gamines, je ne sais plus dans quelle ville, à Creil, et puis dans une autre ville, parce qu'on parle toujours de Creil, mais on ne parle pas de l'autre ville, qui portaient le voile et qui étaient dans des collèges, etc. Et on s'est posé la question, et ça concerne les enseignants, c'était à l'époque, je crois que c'est Jospin qui était Premier ministre. Je vais y revenir tout à l'heure. Voilà, et donc on s'est dit, est-ce qu'on peut autoriser des gamines à porter le voile, des gamines donc au collège, donc mineures, porter le voile, donc monter de façon ostensible leur religion, etc. Et je crois que c'est à partir de 89 que la société s'est fracturée sur l'idée du voile, des droits de la femme par rapport à la religion, et que ensuite il y a eu la commission Stasi en 2003, la loi de 2004 sur le voile, où on interdisait dans les écoles et dans les lycées de porter le voile, et évidemment dans les primaires. Et donc c'est vraiment un sujet qui a fracturé, qui a divisé la France, et qui divise tous les partis politiques, et qui a fait le jeu, et c'est là où c'est terrible, qui a fait le jeu de l'extrême droite façon Jean-Marie Le Pen et ensuite Marine Le Pen, et qui a fait le jeu d'Éric Zemmour, qui a réussi quand même le tour de force en étant d'une violence absolue contre l'islam, contre le voile, contre les femmes voilées, qui a réussi à dédiaboliser Marine Le Pen. Donc on est dans une société qui est extrêmement fracturée. Et quand on voit par exemple aujourd'hui pour les législatives, normalement le pacte qu'il doit avoir entre les communistes, les socialistes, la France insoumise et les écologistes, ils ne sont absolument pas d'accord, sur le voile. Alors, les socialistes vont traiter les mélenchonistes d'islamo-gauchistes, les islamo-gauchistes vont traiter les socialistes et les communistes. D'accord. Voilà, mais ils se mettront jamais d'accord. La laïcité qui est derrière, justement. Voilà. Alors, c'est pas les mêmes concepts. Les mêmes concepts de la laïcité et de la République. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est un sujet. Moi, quand je suis allé faire mon bouquin, j'avais l'impression, encore une fois, d'être parfois sur une autre planète. C'est-à-dire que voilà, qu'on avait des débats qui étaient à la fois nécessaires, logiques, mais qui fracturaient la société dans tous les sens. Alors on va redonner la parole à Jean-Claude par rapport au manifeste, justement, et ce qu'il a été écrit peut-être sur la partie fraternité. Les engagements et les constats d'Amnesty International. Oui, donc sur la partie fraternité, c'était surtout, nous on préfère employer le terme de solidarité. Solidarité, bon, c'est ce qui est écrit dans le manifeste, mais c'est la même chose au final. Et nous, c'était solidarité au niveau international, donc il y avait le droit d'asile. Le droit d'asile, pour nous, c'est quelque chose de très très important, et ça n'a rien à voir avec des politiques migratoires, ça n'a rien à voir avec de la compassion. L'asile, c'est un droit qu'on a donné aux personnes qui sont persécutées chez elles de trouver un abri chez nous. C'est la Convention de Genève qui a été signée par les 3/4 des pays dans le monde. Donc c'est un engagement qu'on a donné. Il faut maintenant qu'on le respecte. Ensuite, il y a une solidarité avec les populations qui sont dans des guerres, qui sont dans des conflits. Le meilleur exemple aujourd'hui, c'est l'Ukraine, mais également le Yémen, il y a la Syrie, enfin il y a tout un tas de pays malheureusement. Mais en Ukraine, aujourd'hui, il faut que nos gouvernements, nos autorités fassent pression pour que le droit international humanitaire, le droit de la guerre, soit respecté. Et c'est pas le cas aujourd'hui, et ça va être difficile de le faire respecter en Ukraine notamment. Et puis, nous avons une responsabilité énorme en France, c'est les ventes d'armes.
Aujourd'hui, il y a un traité sur le commerce des armes et aujourd'hui, il n'y a pas de transparence entre l'exécutif et le législatif, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on vend, à qui on le vend et en quelle quantité on vend. Ça, c'est déjà le premier point. Possible, ça. Et le deuxième point, par contre, il y a des ONG qui font un travail, et des journalistes qui font un travail remarquable. On sait qu'on vend des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis qui utilisent ces armes contre les populations civiles au Yémen en violation flagrante du droit de la guerre. Et puis, on sait qu'on vend des armes à l'Égypte et au Liban qui les utilisent contre leur propre population civile. Et ça, c'est inadmissible. Et donc, dans notre manifeste, nous demandons la plus grande transparence sur les ventes d'armes. Ce qui ne veut pas dire qu'on s'oppose aux ventes d'armes en tant que telles. On s'oppose aux ventes d'armes à des pays qui les utilisent contre les populations civiles en cas qui violent le droit international humanitaire, qui violent le droit de la guerre. Pour terminer sur une note positive, au vu de la crise en Ukraine, beaucoup de Français ont fait des dons, d'autres ont accueilli des familles. Alors, dans le fond, est-ce que les événements d'une telle ampleur ne montrent-ils pas une solidarité entre les pays ? En 2015, c'était le pic des réfugiés syriens. Et sur les médias, dans les partis politiques, il y a 1 million de personnes, 1,5 million de personnes qui sont arrivées en Europe, très peu en France, mais beaucoup en Allemagne. Mais ça a été moins médiatisé. Enfin, on en a entendu moins parler. Peut-être parce que là, la guerre en Ukraine fait peur aux gens parce qu'elle est proche. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que, alors qu'en 2015, c'était le pic de l'immigration, c'était le pic des réfugiés syriens, il y avait des partis politiques qui disaient on est envahi, il y a des vagues, il y a des flux. En même temps, dans le même temps, il y avait plus de 1000 initiatives citoyennes, des villages qui accueillaient des familles syriennes, des associations qui trouvaient des couvertures, qui mettaient les enfants à l'école, qui faisaient de l'alphabétisation. Donc tout n'est pas si noir que ça non plus. Il y a une différence entre les instances politiques et médiatiques, et puis il y a la réalité du terrain. Et heureusement, il y a des initiatives citoyennes qu'il faut souligner, qu'il faut encourager, parce qu'il y a quand même tout n'est pas si noir que ça. Et pour finir cette émission, pour la conclure, est-ce que la devise liberté, égalité, fraternité, c'est les bonnes valeurs pour la France ? Est-ce qu'elle devrait être modifiée ou on doit la laisser intacte ? Pour moi, c'est des valeurs qui sont pérennes. Non seulement il faut les garder, mais il faut se battre pour qu'elles survivent, pour les conserver en l'état. Ça, c'est notre combat, ça. Il y a eu un reportage. Ouais, c'est une très bonne question parce que peut-être, je sais pas, il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, est-ce qu'on serait mort, physiquement, j'entends, pour la liberté, l'égalité et la fraternité ? Pour défendre ces valeurs ? Oui. Aller jusqu'à la mort ? Oui. Alors, moi, je me suis posé la question, je suis pas plus courageux, ni moins courageux, je me pose la question, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, je serais capable de mourir pour ces valeurs-là ? Alors, moi, j'aurais tendance à croire, parce que je suis, je sais pas, j'aurais tendance à croire que oui. J'ai déjà fait le sondage. Les Ukrainiens le démontrent. Mais, pardon ? J'ai déjà fait le sondage en classe. Et ça donne quoi ? Les élèves n'ont pas trop envie d'aller à la guerre. Ouais. Non, mais pas forcément en allant à la guerre. Non, mais pas forcément en allant à la guerre. On est dans d'autres sociétés. C'est-à-dire quand en 14 on va faire la guerre, déjà il y a une peur au niveau de l'État. Le carnet B, c'est ce que les gens vont aller à la guerre. Et puis il y a eu un travail très fort de l'éducation nationale, etc. Ouais. L'histoire. Aujourd'hui, vous parliez de dames avec des gros seins tout à l'heure. Pour beaucoup d'enfants, il y a d'autres priorités. Le monde a profondément changé. Donc aujourd'hui, parce que les jeunes ne seront plus prêts à se battre pour aller défendre ces valeurs qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité ? Alors, non, je suis pas d'accord. C'est une question. Alors moi, pour conclure, sur le terrain, il nous reste 2 minutes. Sur le terrain, vous disiez il y a 2 France. Il y a des jeunes qui sont très engagés. Très engagés. Ils sont aussi bien minoritaires. Mais c'est vrai, vous avez des jeunes qui se mettent dans les... Alors, et là aussi, la nature de l'engagement, c'est un engagement qui est pas trop politique, qui est l'environnement, les animaux, le climat. Il y a une peur aujourd'hui de la politique. Il y a une peur des grands sigles. Là, pour revenir sur liberté, égalité, fraternité, moi j'aime bien le droit positif. C'est-à-dire les grands sigles, non. Pratiquement, comment on utilise ça dans la vie pratique ? Comment on garantit l'égalité ? Parler d'égalité juridique, si on a de l'argent, on a un avocat. Si on n'a pas d'argent, on n'a pas d'avocat. Non, mais pour moi, c'est juridictionnel. Il y a peut-être pas beaucoup de pays qui... Jean-Claude, pour conclure, avant qu'on fasse un tour de table. Et elle est de quelle nature, la juridictionnelle ? On arrive au bout de l'émission. On est bien défendu. On arrive au terme de l'émission. Ouais. C'est un débat où il faudrait 3 heures facile. Le dimanche après l'attentat contre Charlie Hebdo, il y avait 10 millions de Français dans les rues pour soutenir la liberté. Et c'est un exemple, je pense qu'il faut toujours avoir en tête, quand il y a des vraies menaces,
les gens se retrouvent autour de ces valeurs fondamentales. Et là, il y a la cohésion et les gens reviennent autour, comme on l'a vu un petit peu sur le crâne. Oui, Christophe ? Tant que le risque n'est pas là, les gens, ils voient ça de façon abstraite. Et je pense que tous les jeunes là, dont on a parlé, ceux qui sont attachés à leur petite liberté Internet ou autre, le jour où elle venait à être, où ces libertés-là venaient à être véritablement menacées, ils se battraient. Tout simplement parce qu'ils n'auraient pas le choix. Les Ukrainiens, parce que vous dites, ils n'auraient pas le choix. Mais ils n'auraient pas le choix que de se battre pour les garder, malheureusement. Parce que je vous rappelle quand même que l'objection de conscience existe en France, et que moi, ce qui me choque, non, mais quand c'est le dernier mot, on va refaire un petit tour de table. Les hommes n'ont pas le droit de partir. Non, mais je parlais pas au sens guerrier du terme, forcément. C'était pas la conscription. Merci beaucoup. Nous recevions donc Jean-Claude Samoulier, qui est vice-président d'Amnesty International France. Merci Jean-Claude d'être venu. Merci. On est avec Claude Hardy, grand reporter et écrivain, merci. Merci. Maître Christophe Casse, qui est avocat au barreau de Toulon, merci d'être venu. Merci, bonsoir. Et enfin Eric Luce, professeur d'histoire-géographie et d'éducation civique, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On a senti un débat intense autour de ces valeurs, liberté, égalité, fraternité, valeurs obsolètes. C'est difficile de répondre clairement à cette question, hein Mylène ? Clairement. Voilà, nous on se donne rendez-vous pour une prochaine enquête. N'hésitez pas à faire un tour sur le site www.fautquonenparle.fr. Les actus tous les jours. Oui, et www.varactu aussi.fr pour les actus éventuellement locales. Voilà, sur si vous voulez nous soutenir, faites un tour sur le site internet. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission. Au mois prochain, à bientôt. Ciao, bye bye. Bye bye.